podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, je reçois Stéphane, qui est un pratiquant d'arts martiaux japonais et enseignant de Kenjutsu et de Iaido. Nous parlons d'histoire du Japon, de véganisme, de militantisme, ou encore de spiritualité et de philosophie. Différents ouvrages sont aussi évoqués au cours de notre échange. Vous pouvez retrouver les références dans la description. Bonne écoute. Salut Stéphane, du coup, bienvenue sur le podcast. Salut Ben, merci de ton accueil sur ce podcast. Avec plaisir, ça fait longtemps que je voulais faire un portrait de toi. Je t'ai parlé du projet Vegan Fighter au tout début quand il était lancé il y a 2-3 ans. Et puis du coup, on s'était pas recontacté entre-temps. Mais là, j'ai repensé à toi, tu vois, et je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion de faire un podcast aussi avec Stéphane. Et moi, j'avoue qu'entre-temps, j'ai complètement oublié le podcast qui m'intéressait beaucoup. Et c'est vrai qu'entre-temps, il s'est passé pas mal de choses aussi pour moi. Ouais, normal, ouais. Et puis même dans tes pratiques martiales aussi, t'as évolué. On va parler de tout ça, ça va être intéressant, je pense. Ça va être plutôt cool. Du coup, ce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu, du coup, de présenter ton parcours martial, en tout cas, ce que tu pratiques, du coup, depuis combien de temps, entre autres, et là où t'en es actuellement. Ça marche. Donc, moi, je m'appelle Stéphane Gravier, je suis né en septembre 1975 et j'ai commencé les arts martiaux en septembre 2006. Après pas mal de recherches là-dessus, c'était quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi depuis longtemps, de trouver quelque chose qui corresponde à l'arme, le sabre, que j'avais découvert par un autre chemin de ma vie personnelle qui est la coutellerie artisanale et tout ce qui tourne autour. J'avais découvert quelques années auparavant. Et suite à une lecture d'un magazine de coutellerie, Excalibur, qui a fait un numéro spécial autour du katana, j'ai découvert l'esprit qu'il y avait derrière, la philosophie, la spiritualité et la pratique. Et là, pour moi, c'était le début de la révélation. Et il a fallu quelques années de réflexion au moment où je me suis dit, c'est bon, maintenant je cherche un dojo de sabre. Et là, synchronicité, pile poil, dans ce même temps-là, je tombe sur une affiche à Saint-Étienne, là où je vivais à l'époque, où je tombe sur une affiche de mon dojo qui était mon dojo principal pendant 14 ans. Ok. Pendant 14 ans. Voilà. Et j'ai commencé l'IAI avec Jean-Claude Richaud à Saint-Étienne. Et j'ai découvert cette pratique qui est très singulière et très confidentielle en Europe, malheureusement, alors que c'est une pratique qui est centrale, vraiment très centrale au Japon. Alors du coup, tu parles de Iai, du coup, c'est ça, on te parle de Iaido, de Iaijutsu. Exactement. Alors la différence entre les deux, c'est faut savoir que le Iaido, c'est plus utiliser la pratique martiale pour accentuer la recherche spirituelle. Ok. Alors que le Iaijutsu a une vision plus pragmatique, où là, on recherche dans la notion de jutsu, on recherche plus la notion d'efficacité, vraiment martiale. Ok. Mais les deux sont liés. Les deux sont liés. On peut pas déconnecter la partie spirituelle de la partie vraiment pragmatique, martiale, parce que c'est ce fondamental martial de danger, même si ça reste très virtuel, en ce qu'on pratique, c'est cette notion de danger, de survie de l'immédiat qui fait qu'on va travailler sur cette partie spirituelle quand on va la mettre en avant. C'est ce lien entre les deux sur deux parties opposées où en fait on apprend le combat pour aller vers le non-combat. C'est vraiment, Ok, ouais. là, on est vraiment dans quelque chose de très traditionnel là, dans l'IA. Vraiment, c'est vraiment dans les pratiques il n'y a aucune compétition. C'est vraiment une recherche personnelle et fondamentale. Et c'est vraiment un truc, un kiff énorme et une recherche ininterrompue et passionnante. Plus on avance et plus on se rend compte qu'il y a des choses à découvrir et que c'est infini. Ouais, c'est intéressant justement ce que tu vois, c'est quelque chose qui manque, on va dire, au sport de combat, de manière générale. Oui. Parce que du coup, tu as cette pratique. Non, vas-y, dis. Ouais, je pense que le sport de combat, c'est très bien. Le sport, hein, je critique pas ceux qui font du sport, chacun fait sa voie. Nous, on a notre truc. Eux, moi, la compétition ne me parle pas. Pour moi, la compétition serait plus un outil
pour aller mettre à la confrontation ce que j'ai appris. Mais la compétition reste un jeu. En fait, ouais, c'est ça. T'as une différence entre le sport de combat, effectivement, qui est l'aspect sport-jeu, et le côté arts martiaux, du coup, qui va être plus, à des fois dans l'efficacité, dans le côté létal. Tu vois, par exemple, il y a des sports, des arts martiaux qui sont devenus des sports qui ont perdu, du coup, une partie martiale, on va dire, une partie létale, une partie un peu plus dangereuse, par exemple. C'est ça. C'est ça. Et cette partie quand on travaille, par exemple, parce que quand on travaille le yai, on travaille aussi le kenjutsu. C'est les deux facettes. Le yai, c'est la partie je dégaine, je coupe. Mais quand on a sorti le sabre et qu'on n'a pas réussi à se défendre, que le gars il est toujours vivant et qu'il a son sabre en face, bah là on part dans la partie escrime. Cette situation-là, c'est vraiment travailler dans l'idée de en face. On travaille en relation, dans le partage, mais c'est plus mon copain. C'est un mec qui vient me couper en deux, il vient me buter, il vient me tuer. Qu'est-ce que je dois faire dans ma technique et sur moi-même pour survivre? Ouais, là, tu rentres dans une pratique martiale d'opposition, du coup, au-delà de ça. Mais exactement, c'est exactement ça. C'est en ça que il y a une richesse. C'est parce que au-delà de travailler la technique, quand on travaille la technique, on travaille sur soi-même. Et au final, on se découvre. Moi, je me suis énormément découvert de choses au fil de ma pratique. Bien sûr, ouais. Ça doit faire à peu près 17 ans que je pratique, si je fais le calcul. Et je suis toujours en train d'en découvrir, aller chercher des choses, à ressentir des fois des peurs, des choses comme ça. Ou la peur, on la ressent, mais on apprend à la laisser passer. On apprend à la laisser passer. Puis il y a toute une découverte. Exactement. Non. Ouais, il y a toute une découverte. Et au-delà de ça, c'est ce qu'on dit, tu vois, les personnes qui ont des pratiques, qui ont des dan, donc les grades les plus hauts dans les différents arts martiaux, ils disent que c'est à ce moment-là qu'ils découvrent encore le plus de choses et qu'ils ont juste gratté la surface. Donc, c'est très courant. Ouais. Oui, exactement. Ça fait depuis le temps que j'en fais, pour moi, j'ai juste l'impression d'avoir compris un morceau de glace en haut de l'iceberg et qu'il y a encore tout ce qui est au-dessus de la flotte et dessous à découvrir, quoi. C'est ça qui est passionnant, c'est que c'est une recherche permanente, surtout qu'en plus en yai, il y a énormément d'écoles de styles différents, avec des styles qui sont relativement semblables, parce qu'ils ont un peu plus ou moins les mêmes origines dans l'histoire japonaise, et du coup ils se ressemblent un peu. Puis d'autres où on est vraiment sur des systèmes corporels, spirituels, l'utilisation du corps qui sont différentes, totalement différentes. Dans la façon de couper qui sont vraiment différentes, et d'aller chercher ça, et c'est vraiment très riche. C'est une vie suffit pas à tout voir. Ouais, c'est quelque chose qui est relativement présent dans les arts martiaux, on va dire asiatiques, de manière très générale. À l'inverse, tu vois justement ce qu'on disait avec les sports de combat qui sont beaucoup plus unifiés. Même si tu vas avoir différentes écoles, différents clubs qui vont avoir leurs pratiques sur lesquelles ils sont plus fortes, par exemple. Si tu vas apprendre, je sais pas, des arts martiaux vietnamiens. Enfin, en l'occurrence, moi, j'ai fait du Hapkido à une époque, qui à pas confondre avec le Taekwondo, ni avec le Aikido. C'est encore autre chose, c'est un art martial coréen. Et c'est pareil, tu vois, t'as plein de styles différents, en fait, différentes écoles, qui ont pas totalement les mêmes postures. Ils ont la même origine, lointaine, mais derrière, ils ont développé leur propre technique, leur propre style. Et ouais, c'est vraiment propre aux arts martiaux, je trouve, asiatiques, tu vois, cette manière d'avoir différents styles, différentes écoles, quoi. Oui, et puis même dans certaines choses, par exemple, l'aïkido. L'aïkido, il y a différents aïkido parce qu'il y a des courants entre le courant de la 2F3A, la FFAB, il y a Kobayashi, il y a différents sensei qui ont fait des choses où là, il y a différentes façons de pratiquer. Puis après, c'est aussi très dépendant du prof. Ouais, toi, du coup, t'es enseignant, du coup, de Iaido, de Kenjutsu, c'est ça, à l'heure actuelle? C'est ça. C'est ça, parce que le Kenjutsu et le Iaido font partie du même cursus que je tiens de la Fédération européenne de Iaido. Ouais. Qui est une association suisse qui a été créée en 1979 par Pascal Krieger Sensei et Malcolm Tiki-Shewan Sensei, qui sont deux grands pratiquants, ainsi que d'autres, ils étaient quelques-uns, à se mettre en commun, puis à vouloir créer quelque chose autour du yai, de transmettre le yai en Europe, sous une forme généraliste, d'avoir quelque chose. Ils ont voulu créer un bloc d'enseignement standard qui permette, à partir de là, d'aller voir d'autres arts martiaux, d'autres écoles de sabre, d'autres boulots qui sont des armes, pas des armes, comme le judo, le bâton court. Il y a des écoles de judo qui sont propres à elles-mêmes.
comme l'aïkido, comme d'autres écoles de taijutsu, des choses comme ça, et d'avoir cette base, ce socle-là de connaissance des armes et de notre corporalité, qui permettent de l'adapter dans n'importe quelle autre école. Ok, ouais, au final, c'est des pratiques qui ont été codifiées assez récemment, au final. Oui, parce que l'école qu'on utilise à la FEI, elle s'appelle Musoshin Denryu. Ses origines remontent au XVIe siècle. Ok. Et elle a été codifiée sous sa forme actuelle qu'on utilise au milieu du XXe siècle par un contemporain du fondateur de l'aïkido, qui a épuré complètement toute l'école. Parce que quand tu regardes l'historique de l'école, c'est un buisson foisonnant. Ouais, tu m'étonnes. C'est un joli bordel. Il y a des écoles qui ont des lignées plus simples, mais là, c'était vraiment, il y a eu plein d'influences, plein d'autres écoles qui se sont greffées dessus. Et lui, il a codifié ça en une forme globale avec 47 katas. Ouais. Voilà. Et on utilise ça parce que c'est une forme qui est très sobre, très simple, et qui est suffisamment sobre et simple pour après la FEI l'a adapté sous sa propre forme, parce que c'est une école qui est tombée dans le domaine commun. Il y a plus de soké, il y a plus de personnes qui est responsable en elle-même de l'école, donc c'est pour ça sur cette école-là on peut voir énormément de choses. Ils ont fait leur forme et ils l'ont mis en forme justement sous cette forme, une forme globale qui permet d'avoir une vision la plus large possible du Yai et du Kenjutsu. Donc en gros, tu me dis qu'il n'y a plus de socle commun. Tout le monde peut se revendiquer de cette école, du coup, plus ou moins? Alors, oui, la Musoshin Denryu, il y a beaucoup de gens qui le pratiquent parce qu'il y a pas de ce qu'on appelle un soké. Un soké, c'est l'héritier d'une tradition. Ouais, le côté héritage. Voilà, l'autre école que je pratique, Ryushin Shochi-ryu, c'est une école qui découle d'une autre école ancienne, plus ancienne du Japon féodal. Là, on est vraiment dans le Yaijutsu, par contre, on est très, très pragmatique, même s'il y a une recherche philosophique derrière. Et là, ici, on a un soké, c'est-à-dire une personne qui a reçu la tradition de son ancien soké, qui lui donne l'autorisation de transmettre l'école, et il en fait ce qu'il en veut. Voilà. Il gère l'école, c'est lui qui dit on va dans cette direction, on la pratique tout à fait ça. Voilà. C'est en ça, c'est le patron de l'école en fait. C'est lui qui a la tête, c'est lui qui dit dans quelle direction on va, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, les katas, que celui-là je le garde, celui-là j'enlève. Il a fait pas mal de modifications quand l'école est arrivée en Europe. Parce que qu'il a réadapté peut-être à la morphologie occidentale qui n'était pas la même par exemple. Pas tout à fait, c'est surtout à l'esprit. Parce que quand il est arrivé en Europe, il enseignait, par exemple, dans cette école-là, il enseignait un peu cette école, un peu comme on enseigne l'aïkido. C'est-à-dire, on enseigne des techniques comme ça, plus ou moins, sans nomenclature, sans choses comme ça. Ouais. Et il s'est rendu compte que ça pouvait être difficile avec les Européens. Et il a nomenclaturé toute l'école en série de kata. Comme on a la FEI. À la FEI, avec notre école de base, on a 4 séries de kata qui correspondent, en gros, à 4 niveaux. Même si puis tu évolues au fur et à mesure, dès l'instant que tu connais tes katas, tu peux passer au grade suivant et ainsi de suite. Voilà, que chaque série va correspondre à un temps de travail, et puis après, quand on a fait les séries, tout se mélange, on fait des allers-retours, c'est le travail, on travaille la série la plus avancée avec dans l'idée de la première, de la deuxième, des choses comme ça, c'est tout se mélange. Et c'est là que le travail devient vraiment passionnant de recherche personnelle. Et lui, il a travaillé dans ce sens-là. Et il a nomenclaturé, l'école compte une bonne 50aine de katas. Ok, ouais, c'est beaucoup. Et pour les auditeuristes, du coup, qui ne savent pas, c'est quoi un kata? Un kata, en gros, c'est une série de mouvements. Un combat scénarisé avec un début et une fin dans lequel on gagne, où les éléments techniques de l'arme, du corps, sont mis dedans et chaque partie, après, est indépendante en elle-même. Mais l'idée, c'est de travailler sur les séries de kata, de travailler des principes corporels, des principes martiaux, des principes d'utilisation de l'arme, de déplacement, de timing. Et après, une fois qu'on les a approfondis, là, on peut commencer à les ressentir et à les utiliser de façon un peu plus libre, justement. Ouais, voilà. Après, tu les décortiques d'un point de vue pratique, en fait, en face d'un opposant pour voir exactement à quel moment tu places cette partie du kata, du mouvement et ainsi de suite.
La particularité du kata, c'est les katas d'IA sont très courts, généralement, par rapport aux katas qu'on peut voir par exemple en karaté, où c'est des katas qui sont relativement plus longs. Le kata de IA, c'est relativement court. Généralement, on a une coupe en sortant le sabre, une deuxième coupe, et puis après on rengaine. Voilà. En gros, en général, c'est à peu près ça. Sauf certains katas comme dans le Jushin où là, il y en a certains, ça sort, ça coupe, ça rentre. Là. L'idée dans cette école-là, c'est la première coupe doit être létale. Ouais, en fait, le principe, c'est d'être sur l'efficacité un petit peu que par niveau du VI. C'est vraiment faire un maximum de dégâts au niveau de la première coupe, que tu sors ton kata, du coup que tu coupes et de rengainer très Ouais. vite. C'est exactement ça, parce que l'esprit du VI, c'est de trouver une unité. C'est une unité entre soi-même, son adversaire, son environnement, son sabre, ses émotions, et d'avoir un mouvement et de couper et dégainer en même temps, tout en unité. Ça demande un travail énorme, mais l'idée c'est ça sort, ça coupe, et je suis en harmonie avec le tout, quoi. Tout ce qui se passe Ouais, avec autour de ton moi, environnement, avec voilà. tes émotions, avec le temps qui passe. Exactement, c'est exactement ça. Et Ouais, ça en c'est une fait un forme, travail monumental. Voilà. c'est une forme d'hyperconscience. Et par exemple, toute cette partie plus philosophique, spirituelle, est-ce qu'elle est développée du coup à travers, je sais pas, à travers l'enseignement entre guillemets, ou c'est tout à chacun du coup de se faire son idée de ça, par exemple, et de le chercher derrière, de l'approfondir. Comme beaucoup de choses japonaises, on dit pas, les choses sont pas dites directement. On les découvre. Moi, j'ai découvert ce genre de choses par la lecture, en lisant des ouvrages plus philosophiques et spirituels sur les arts martiaux de façon globale. Mais c'est Ouais, tout. Tyson Deshimaru, ce genre de choses, non? Voilà. Et puis, il y a aussi un livre sur les contes et récits des arts martiaux. Ouais, Petit ouvrage qui parle ouais, celui-là, je l'ai lu des dizaines de fois et à chaque fois, je découvre une nouvelle chose, un nouveau truc. je l'ai lu aussi il y a longtemps, ouais, un livre de Pascal Foyot, ouais, Contes et récits des arts martiaux, ouais, du Chine et du Japon. Voilà, avec une préface de Serge de Gore, si je Ouais. dis pas de bêtises. Ou pardon, Pascal Randon, pardon. Pascal Randon, qui est un des pionniers des arts martiaux traditionnels en Europe. Et ce livre il y a plein de petits jalons comme le petit caillou sur le chemin de choses qui vont à un éveil, justement, au-delà de l'efficacité des arts martiaux, c'est ce qui est à l'intérieur de soi, que l'efficacité, en fait, de vouloir détruire l'adversaire, ce genre de choses. Ouais, une approche bah, plus philosophique et plus spirituelle, ouais. Et t'as le Euh, travail aussi de Miyamoto Musashi. oui, aussi. Plus compliqué à Ouais. lire, ce Miyamoto Musashi. Ouais, mais c'est un livre qui est Ouais. aujourd'hui très lu par plein de personnes, tu vois, qui est beaucoup étudié aussi, du coup, au Japon notamment. Oui. Parce qu'au-delà des arts Oui. martiaux, c'est vraiment l'approche de la vie, tu vois, qui est intéressante. Exactement. Parce qu'au final, les arts martiaux traditionnels, c'est un éducatif de soi-même. Ce Hmm. qui est pas dit, mais que quand tu travailles vraiment dans cet esprit trad, vraiment qui est fou, tu te regardes, tu te remets en question, tu cherches, tu creuses, et bah tu découvres des choses. Et moi, dans ma vie personnelle, dans la vie de tous les jours, ça, c'est une des choses qui m'a le plus apporté, une façon de me gérer moi-même, et dans mon environnement, de me canaliser, de me centrer, de me sentir bien, Ouais, de c'est gérer les conflits. et un apprentissage en société, effectivement. Tu parles de conflit, tu parles d'échange avec les autres, de transmission. En fait, c'est un Exactement. ensemble. Et tu as beaucoup de personnes qui arrivent souvent, enfin notamment des jeunes par exemple, qui ont des problèmes à se canaliser au niveau de leurs énergies, ce genre de choses, enfin, qui sont très énergiques, qui ont des soucis en classe notamment, et les sports de manière générale et les sports de combat, les arts martiaux encore plus, souvent leur permet de faire un travail sur eux du coup et d'évoluer par C'est rapport à ça exactement ça. notamment. C'est exactement ça. Et on va dire, la différence qu'il peut y avoir entre certains sports de combat et des arts martiaux comme celui-là, dans le sabre, l'aïkido aussi, les arts martiaux traditionnels, c'est qu'au départ, on t'apprend, on est dans, au départ, c'est très calme, c'est très lent. Il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de techniques à apprendre. Et t'es obligé d'apprendre à te canaliser. Ouais, et puis au début, C'est pas dans l'extériorisation, tu apprends à canaliser toute ton énergie. Et il y en a comme ça, nous, on a des témoignages de nos profs qui nous ont dit d'avoir des gens qui disent, ouais, je veux apprendre à me battre.
Et puis il reste là, puis vas-y, puis il lui apprend des choses. Et puis au bout de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il est toujours en train de travailler sur lui-même. Il n'a pas encore appris à se battre, mais il est toujours en train de travailler sur lui-même. Et ça l'enrichira plus que de savoir se battre en soi. Ouais, il y a toute une partie, en tout cas, d'apprentissage qui est hyper importante au final. Tu arrives pas direct de but en blanc à savoir tout faire de A à Z et à faire correctement les gestes, les mouvements, à savoir te battre directement, quoi. Ça marche pas comme ça. Non, c'est des arts martiaux qui s'apprennent sur le temps long, le temps très long. Moi, de ce que j'ai discuté avec d'autres copains, des personnes, on en revient à peu près à dire qu'il faut, avant de commencer à ressentir ce genre de choses, cette chose à l'intérieur de soi, faut compter une dizaine d'années. Ouais. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose à l'intérieur de soi qu'on découvre, on dit tiens, je ressens une chose différemment. Et là, on va ressentir des choses qui nous sont propres. Mes élèves, je leur donne des choses et je leur explique que moi, il y a des choses quand je pratique que je ressens qu'ils ne peuvent pas ressentir. Je peux pas leur expliquer parce que pour qu'ils les connaissent, il va falloir qu'ils fassent le même chemin que moi, qu'ils arrivent à ce temps-là de pratique pour ressentir des choses qui leur sont propres, qui sont pas forcément la même chose que moi. Il y a des choses qui vont être, pour se découvrir, il va falloir pratiquer longtemps. Parce que cette sensation-là, cette paix intérieure, c'est un kiff. Ouais, c'est de l'expérience. Exactement. C'est de l'expérience que tu acquiers sur le long terme, quoi. Tu le vois. Enfin, moi, je l'ai constaté notamment, tu vois, dans les sports de combat, du coup, en boxe thaïlandaise, par exemple. Dès l'instant que j'ai tourné avec des mecs en sparring, donc en combat d'entraînement, qui comme Skarbowski, Jean-Charles Skarbowski ou Jimmy Vienno, qui ont des gros palmarès de boxe thaïlandaise. Enfin, tu vois que les mecs, ils ont un tout autre niveau, en fait. Ils ont un œil, une vision qui font qu'ils te placent des coups parfaits, ils arrivent à te faire des balayages, et tu comprends même pas ce qui se passe, en fait, parce qu'ils sont à un autre niveau, on va dire, d'expérience. Oui. Par rapport à toi qui a pas fait autant de combats, en l'occurrence, enfin, moi. Mais ouais, c'est vraiment de l'expérience derrière qui parle, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, parce que nos profs, qui sont Pascal et Tiki, sont deux déjà. On a la chance à l'effet d'avoir deux pédagogues absolument exceptionnels. J'avoue que Pascal Krieger reste pour moi un exemple de maître, même si j'aime pas ce mot-là, mais parce qu'il donne trop la notion de hiérarchie. Vraiment un maître. Ouais. Tu parlais pas de sensei, du coup, dans le pratique, un martial japonais, si, non? alors, moi, je préfère le terme sensei. Parce que dans le terme sensei, ça veut dire celui qui précède. Ok. Entre moi et mes élèves, les profs que je suis, il n'y a pas de notion de hiérarchie. C'est juste l'expérience de 10, 20, 30 ans qui est la différence de ce qu'ils nous transmettent. Il y a un moment, on va commencer aussi à échanger. Et Pascal, qui pour moi est l'exemple parfait de ce que je cherche à aller comme voie, c'est quelqu'un qui a commencé les arts martiaux dans les années 60, qui est parti au Japon pour faire du judo. Il a commencé par le judo. Et là-bas, il est tombé sur Don Drager, qui était un grand budoka au Japon, un américain. Il était resté là-bas, qui l'a forcé à aller faire du yai, du judo et de la calligraphie. Et il fait ça depuis 50 ans. Et au bout de 50 ans, son plus grand plaisir en stage, c'est d'aller donner aux tout débutants, ceux qui n'ont pas de grade, et de leur transmettre le truc le plus possible. Et ça, et il le fait avec des plaisirs. C'est pas, il se force, non, il faut le décoller du cours des débutants pour qu'il vienne nous transmettre à nous, parce qu'il adore ça. Ouais, du coup, il fait du yai, du jodo. Donc le jodo, c'est le bâton de cours, c'est ça? C'est ça, le judo, c'est bâton court. Donc, et l'école que du coup, moi, j'ai commencé cette école, j'en ai commencé une école, pardon, il y a 2 ans. C'est la Shinto Musō-ryu, qui est une école de bâton court qui a été créée par un contemporain de Miyamoto Musashi, qui est Muso Gonosuke, qui était un pratiquant de bâton long, qui a fait dans la légende, parce que faut savoir entre ce qui est dit et ce qui était réel. Ils se sont rencontrés une première fois, Miyamoto Musashi l'a battu, et il s'est retiré. Il a fait Shugyo, la pratique ascétique des samouraïs de l'époque. Il s'est retiré dans la montagne et puis il a retravaillé tout son art. Et il est revenu avec un bâton court. Et là, ils auraient fait une rencontre amicale. Et a priori, il aurait gagné. Et là, il aurait fondé Shinto Musō-ryu, qui est une école spécifique de bâton court contre un sabre. Ok, ouais. Du coup, c'est surtout de la défense par rapport au sabre avant tout. Exactement. C'est uniquement ça. Le sabre dans l'école, le sabre est au service du bâton.
Et la seule avantage qu'on a sur un bâton par rapport au sabre, c'est qu'on peut l'utiliser un peu dans tous les sens et qu'on a un peu plus de longueur. Ça s'arrête là. Ouais, avec le sabre, ouais. C'est le seul avantage qu'on a avec le sabre. Après, tout là-dedans, il y a des. C'est là, on est vraiment dans. Par contre, là, je suis rentré dans un enseignement très traditionnel, vraiment purement traditionnel. C'est-à-dire que le premier cours, pendant 2 heures, j'ai fait le premier mouvement. Ouais, tu veux dire que c'est très lent du coup la phase d'apprentissage. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Ouais, et c'est ce qu'on a. Ces mouvements-là, c'est ce qu'on appelle des quillons dans les écoles traditionnelles. Et c'est des mouvements. Au début, moi, je comprenais pas trop à quoi ça servait. Mais j'ai appris un peu plus tard que ces lections, c'est pas quelque chose que quand les fondateurs d'école ont créé au départ, c'est des choses qu'ils ont créées à la fin. Quand ils sont arrivés au bout de la création, le travail créatif de leur école, d'avoir abouti leur style, ils se sont dit comment je le transmets, et ils ont créé ces mouvements fondamentaux qu'on transmet aux débutants et qui se font dans l'ordre. Il y en a 12, et il faut arriver au bout des 12 quions qu'on apprend, qu'on fait tout seul, pour après les refaire avec un sabre en face qui fait à chaque fois fait un petit truc différent, suivant le quillon. Et puis après, on apprend la partie du sabre. Et puis après, là, on va pouvoir commencer à rentrer dans les premiers katas. C'est très Ouais, bon. tu passes par là. On est d'accord. Mais par contre, techniquement, quand on arrive au kata, c'est propre. C'est acquis. Il y a beaucoup de choses qui sont acquises plutôt que de vouloir aller vite. Et il y a beaucoup de brouillons à rectifier. Et c'est ce que j'essaie un petit peu aussi de faire, moi, dans ma transmission à mes élèves. De pas en faire beaucoup, mais d'aller au fond des choses quand on fait les choses, pour qu'ils puissent construire une base solide, et puis qu'après, quand ils auront cette base solide, ils la ressentiront vraiment bien, ils pourront avancer plus vite. Ouais, effectivement, c'est sûr que si t'as pas les fondations qui sont là, en fait, tu peux pas aller, on va dire, dans un détail Voilà. qui va être plus technique Voilà. et développer d'autres choses. Voilà. D'abord, tu passes Exactement. par ça et avoir les acquis. Voilà. Qu'ils puissent sortir de la pensée de la technique plus rapidement, parce qu'elle deviendra plus automatique, pour aller chercher après ce qui fait l'intérêt de ce type d'arts martiaux, c'est de moins penser à la technique et plus penser son intention, d'être dans le scénario. Ouais, dans l'intention. Et tu parles de Kion et du coup, juste le mot, ça me fait penser au Kiai. Donc le Kiai, du coup, c'est le cri qui est lié à la pratique d'un mouvement dans les arts martiaux japonais. Et est-ce que vous faites ça du coup en Yaijutsu, vous? Alors, non, alors, on le fait pas en Yaijutsu, on le fait pas en Iaido. Les écoles que je pratique n'ont pas de Kiai dans les kata Diai. Par Ok. contre, on a les Kiai dans le Kenjutsu. Et ça dépend des écoles. Il y a des écoles de Yai où ils ont des Kiai dans les kata Diai aussi. Ça dépend des Ouais, traditions. c'est toujours quelque chose qui est assez déroutant, je trouve, pour les non-pratiquants, tu vois, ce Kiai. Enfin, le Et cri, pour le coup, tu vois, c'est assez. il y a beaucoup de légendes aussi autour de ça. Mais Ouais, et bien sûr, il y a qui beaucoup de légendes, permet tu de. vois. Ouais. Oui. Mais le kiai en soi, c'est avant tout une façon d'exprimer la respiration. Ouais. Parce que quand on fait l'expiration une expression de puissance. Bah, en fait, c'est dans Et le fait l'expiration que tu fais ton mouvement et que tu envoies ta puissance. Et du coup, là, ça t'oblige du coup, exactement, à faire un exactement. mouvement qui est correct. Et de le faire de façon sonore avec la respiration ventrale, ça permet d'exprimer l'énergie de façon vraiment vigoureuse. Ça permet de la sentir, de la voir. Et ça, Ouais, le ouais, kiai ça peut pas marche du pour tout se n'importe poser. quoi. Enfin, n'importe qui peut essayer chez soi de envoyer un coup de poing ou un coup de pied en inspirant de l'air. Il n'y arrivera pas, en fait. Oui, C'est seulement par l'expiration, du coup, qu'on fait des mouvements. oui, c'est ça. C'est Ouais. ça, c'est l'expiration. Ou alors l'apnée. Mais l'apnée pleine, il y a dans l'école de Anjodo ou dans le Yaido Musoshinden, à un certain niveau, on apprend aussi à travailler en apnée. Mais l'apnée pleine, quand ta ceinture abdominale qui est remplie d'air. C'est une Ok, sensation j'ai très jamais entendu particulière. parler de ça. Ah, mais c'est très particulier. Il faut vraiment le ressentir c'est très bizarre. Ça m'a demandé du temps pour avoir cette sensation-là. Et il y a ça aussi qui existe. Ça, c'est l'apnée pleine. Et là aussi, c'est une autre façon d'exprimer la puissance dans le mouvement. C'est très particulier. Ok, Et ça ouais, c'est aussi, intéressant, ouais, j'ai jamais entendu. c'est des sensations de respiration qui sont, faut les travailler pour aller la ressentir. Ouais, mais Et c'est ça, très c'est courant, mieux c'est dans les sports de combat, souvent aussi, t'as beaucoup de coachs
qui t'oblige à souffler de manière sonore. C'est à faire des dès l'instant que tu envoies 2 coups de poing, 3 coups de pied. Personnellement, c'est quelque chose que je fais toujours dès l'instant que je combats. Tu vois, je suis toujours en train de souffler de manière assez forte. Et ça t'oblige justement à avoir une bonne respiration et à avoir des mouvements qui sont plus puissants en tout cas. Et ben nous, c'est ce qu'on fait par exemple dans Liushin, où dans cette école-là, l'expression sonore de la respiration est obligatoire dès le départ. C'est pas discutable, c'est qu'il doit exprimer la respiration. Et on a des respirations des fois qui sont très très longues. Sur 2 mouvements de coupe, on a une seule expiration et il faut accentuer l'énergie de l'expiration au moment de la coupe. Et ça permet de travailler toute la respiration ventrale, d'avoir une respiration plus posée, de gagner en capacité respiratoire, parce qu'un des principes de cette école, c'est d'utiliser, alors je sais pas si je vais pouvoir l'expliquer comme ça facilement dans le podcast, on utilise l'expiration ainsi qu'un mouvement qui vient du plexus solaire pour faire une projection d'énergie dans la lame, comme un coup de fouet. Et ça s'appelle Ikioi, c'est le souffle explosif. Et de chercher dans l'énergie de coupe, cette explosion dans la coupe qui va partir comme un coup de fouet explosif, qui va fouetter devant et qui va créer une coupe très puissante. Il y a quelque chose de beaucoup plus souple que ce que je fais dans l'autre école. Mais par contre, ça dégage une énergie vraiment, quand on commence à le ressentir, ça dégage vraiment une énergie incroyable. Et là, on ressent que sur une coupe comme ça, de façon réelle, on passe à travers, quoi. Ouais, de façon réelle, ça traverse. Ah, voilà. Ah ouais, là, il y a vraiment cette recherche d'efficacité dans la coupe. Du coup, histoire de passer un peu sur un autre sujet, t'es vegan depuis combien de temps, toi, du coup? Alors, je suis vegan depuis 7 ans. Depuis 7 ans, ouais. Voilà. Et je suis végétarien depuis un petit peu plus longtemps. Ma transition s'est faite assez rapidement, en fait. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit, en fait, que dès l'instant que t'étais devenu végétarien, tu t'étais dit, un jour, je serai vegan aussi, du coup. Voilà, ouais, il m'avait fallu pas mal de temps de réflexion personnelle, 5-6 mois de réflexion personnelle, au moment, parce que je voyais passer à l'époque pas mal de choses sur des abattoirs aux États-Unis, des choses comme ça, des vidéos à chaque fois, ça me bouleversait. Ouais. Et je continuais à manger de la viande, des choses comme ça. J'étais un viandard et à mon grand regret, au bout de 7 ans, c'est toujours quelque chose que j'aime et que c'est une lutte hebdomadaire dans ma vie. Ah ouais, c'est vrai, c'est une lutte hebdomadaire, du coup. Ouais, c'est toujours quelque chose qui me fait envie. Ça, c'est vraiment ma morale et mon éthique qui m'empêche d'aller vers ça, mais c'est quelque chose qui me. Mais en fait, moi, par exemple, tu vois, c'est l'odeur qui me donne envie, tu vois. Par exemple, je vais passer à côté d'un barbecue ou d'un steak qui cuit, ça va me donner envie. Ça va me donner faim, mais ça va pas me donner faim de ça, par exemple, tu vois. Ça va juste développer mon appétit, quoi. Des fois, si j'ai faim, je me dis non, mais ça me fait envie et je me dis non, mais j'en mangerai pas. Je craque pas, mais ça me fait envie, ouais, clairement. J'ai toujours une appétence pour ça, c'est pas passé. Ça, c'est terrible. Du coup, tu dois vivre ta meilleure vie depuis qu'il y a des steaks Beyond Meat et plein de qui arrivent. Ah ouais, alors j'essaie de tempérer la consommation de genre de choses, parce que je sais que ça reste des produits industriels. Ouais, c'est ça, effectivement. Mais bon, j'aime beaucoup cuisiner, donc du coup, je fais plein de plats. J'aime beaucoup la cuisine japonaise, choses comme ça. Donc en cuisine, je m'éclate. Mais régulièrement, quand j'ai envie de ça, j'en rachète parce qu'au-delà du goût, il y a aussi quelque chose qui me manque. C'est par exemple, des fois, c'est l'aspect mâche, la consistance du truc. Du coup, c'est des choses comme les PST, des choses comme ça. J'en consomme plutôt régulièrement par période parce que cette mâche dans la nourriture me manque. Ouais, les protéines de soja texturé. En plus, c'est un aliment qui est super parce que, enfin, c'est blindé de protéines d'un point de vue nutritif et ça se marie très bien à plein de plats différents. Ça peut être utilisé de plein de manières différentes. Ah oui, t'en fais ce que t'en veux. Puis j'ai plein de potes qui sont pas véganes du tout, qui sont venus à la maison. Il y en a certains, je leur ai fait des parmentiers véganes. Et je les ai blindés parce que je leur dis ouais non mais je sais pas parce que je suis végane que j'aime pas le gras quoi. Je fais un truc, j'ai faim, j'aime manger, donc je veux pas faire un truc. Je suis pas. On aime bien faire des plats healthy à la maison, mais aussi de faire des trucs, un truc vraiment bien consistant, de bien manger, on se fait plaisir. Et de se faire plaisir quoi. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. L'image que les véganes mangent que de la salade, elle est pas vraiment vraie, pas du tout même. Non. Nous, ici, à Lyon, on a un restaurant qu'on adore. D'ailleurs, au passage, je vais leur faire un peu de pub. C'est Against the Grain, qui est dans le 7e arrondissement à Lyon.
Ouais. C'est un restaurant qu'on adore. Ça fait plus d'1 an j'y vais quasiment tous les samedis après mon cours de sabre. Je vais chercher le repas là-bas parce qu'on adore ce qu'elles font. Elles font une cuisine tout maison. C'est gourmand, c'est généreux. Tu sens qu'il y a de l'amour de cuisine dedans. Elles sont, Ouais, sur Lyon, c'est cool, ça se développe pas mal. Ouais, petit à petit, il y a des nouveaux restos qui arrivent. il y a C'est plein de trucs intéressants en pâtisserie végane. On a la pâtisserie Zoï qui fait de la pâtisserie végétale. ouais. Et d'ailleurs, je te sors une petite info, je sais pas, enfin, vu que tu as l'air de connaître un peu Lyon, il y a une pâtisserie afro-végane qui va ouvrir aussi. Oh, ah, ça je savais Donc pas. là, Il y a d'après ce plein que de j'ai trucs qui compris, s'ouvrent, on n'est pas au courant, c'est assez dingue. Lyon, c'est ouais, qu'aussi il y a eu beaucoup de militantisme à l'époque. Quand moi je suis devenu vegan, il y avait beaucoup de militantisme à Lyon. Tous les week-ends, le samedi, place de la République, au rue de la République, il y avait toujours une action végane. Hein. C'est clair faut dire ce qu'il y a, on leur a bien pété les couilles aussi. On y est allé généreux, on les a bien emmerdés. c'était en quelle année du coup dont tu parles, qu'il y avait pas mal d'actions véganes? Vers Moi, je 2015-2016 suis, par là? ouais, moi je suis devenu vegan mars-avril 2016. Et j'étais devenu végétarien fin de l'automne 2015, en octobre. Et puis, Fin d'octobre à 2020, tu partir m'as de là, dit? alors, je suis devenu végétarien fin octobre 2015. Ok. Voilà. Et là, c'est là que j'ai commencé à rencontrer des gens. Parce qu'avant, personne n'avait jamais parlé de ça. On m'a jamais essayé de me convaincre, des choses comme ça. C'est moi, par rapport à ce que je voyais, qui a fait une réflexion poussée sur moi-même, de me dire ce que je voulais par rapport à tout ça. Parce que j'avais 2, 3 copains qui étaient végés ou à tendance végane, mais qui me parlaient pas de ça. Ils essayaient pas de me convaincre, juste ils vivaient leur vie dans leur coin. Bah ouais, Ça c'est ce que fait m'a beaucoup de fait monde, hein, de toute réfléchir. façon. Voilà. Et ça m'a fait réfléchir sur moi-même et mon lien à ce que je voyais qui me dérangeait. Et du coup, à un moment, j'ai décidé de devenir. Allez, je fais le grand saut. Je deviens végé. J'ai fait une publication sur Facebook qui a fait une belle polémique. J'avais des copains qui croyaient que j'avais été embrigadé par une secte, comme ça, des gens Ah qui. ouais, c'est vrai, t'as mis une publication sur Facebook et du coup, ça a inquiété les gens. Ouais. Bah, j'ai un ou deux copains. Il y en a, à l'époque, j'avais un groupe de métal à l'époque à Saint-Étienne et j'ai un copain, il croyait carrément que j'avais été embrigadé, j'avais été forcé. Non, moi avec moi-même, j'ai parlé à personne. J'ai parlé de ça seulement à partir du moment où j'ai pris la décision, mais sinon avant, personne ne se doutait, même les gens qui étaient les plus proches de moi, personne ne se doutait que j'étais en train de réfléchir à arrêter de manger de la viande, parce que j'en mangeais beaucoup. Parce que j'étais un viandard, quoi, clairement, hein. C'est clair que Hmm. moi, je mangeais des sauces au petit-déj, hein, donc j'aimais clairement ça et j'ai calmé tout le monde quand j'ai pris la décision. Alors là, ça a été la tarte dans la gueule à tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'en J'aime 2015, c'était vraiment beaucoup moins courant, en tout cas, que ça l'est aujourd'hui. Ou en tout cas, j'ai exact, l'impression que ça l'est aujourd'hui, quoi. exactement. Et puis après, j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient un peu dans ce milieu, qui m'ont donné des indications, dire qu'on rentrait un peu dans la nutrition, un peu pour avoir une alimentation équilibrée. J'ai commencé à découvrir des choses et j'ai découvert la vidéo du discours le plus important de votre vie de Gary Yourofsky. Ouais, c'est pas le premier à en parler sur le podcast. Ouais. Voilà. Et cette vidéo-là, quand je l'ai vue, je me suis dit, je serai vegan. Ça m'a parlé, je me suis dit, je serai vegan. Ça a été le déclic. Ça a été le déclencheur. Et quelques mois après, mars-avril, ouais, j'ai décidé de passer au tout vegan. J'ai une transition qui était assez rapide. Je savais où je voulais aller, j'y suis allé, quoi. Vraiment, Bah, c'est un peu ça, ouais. Une j'ai fois mangé que des œufs tu sans as, fromage. ouais, bah, c'est pour beaucoup de personnes, ouais, c'est un peu ça, tu vois, beaucoup ils ont adapté au fur et à mesure, en devenant d'abord végétarien, mais en se disant, la finalité, entre guillemets, ça serait que je sois vegan. Non pas qu'être vegan, c'est parfait ni rien, c'est pas un concours de pureté, mais pour beaucoup, en tout cas, c'est pour là qu'ils ont suivi. Ouais, ouais. Parce que ouais, en plus j'avais la chance de pas avoir à l'époque. Bon, j'aimais bien manger du fromage et des œufs, mais c'était pas non plus. J'étais pas un accro au fromage et des trucs comme ça. Donc, du coup, arrêter ça, ça n'a pas été non plus Ouais. ça a pas été non plus un challenge incroyable. Alors que ouais, la viande, ça a été plus une décision plus difficile parce que je savais où j'allais, mais pour moi dans mon alimentation, la viande avait plus de place que les œufs, le fromage, clairement. Ouais, ouais, bien sûr, ah bah, Quand je j'avais comprends arrêté tout le à gros fait, hein. truc, ouais, Ouais. c'était Et moi, c'est pareil, à la base, c'était plus. j'ai peu de viande rouge, mais je mangeais beaucoup de blanc de dinde et de poulet, tu vois, il y a 8-9 ans. Mm. Et c'était d'un point de vue santé, en tout cas, que je maximisais, on va dire, ce qui était viande blanche déjà à l'époque. Et c'est ce qui, entre autres, petit à petit, m'a rapproché aussi du végétarisme et du véganisme, quoi. On va dire, D'accord. c'était une approche plus intellectualisée aussi avant tout, quoi.
Moi, j'étais un accro à la charcuterie et au saucisson. Putain, ça, c'était un truc. Comme pas mal de monde, ouais. Non, ouais, mais en plus, je suis masochiste, hein, parce que je reste un énorme fan de Kaamelott et à chaque fois que je regarde les épisodes de Kaamelott, je suis en train de bouffer de la charcuterie. À chaque fois, Non, il y a le maître d'armes qui non, mange des graines. ouais, non, mais je mange pas de pain. D'ailleurs, j'ai pas compris parce que j'ai plein de potes, ils ont mis des années avant de faire je faisais partie en plus d'un groupe de fans de Kaamelott, on faisait des soirées. Ils ont mis des années Ouais, avant de me faire la vanne. Je fais, non, mais les gars, je fais du sabre, je suis vegan, c'est quand vous allez me faire vous allez me la faire? c'est ça. En plus, tu fais du ouais, c'est ça. Ah ouais, c'était quand même ça, ouais. En plus, tu fais du sabre, ouais. Mais ouais, du coup, après, tu t'es rapproché des assos qui étaient présentes sur Saint-Étienne, du coup. Voilà, Donc, ouais, un petit peu, ouais, j'ai commencé bah, surtout à rencontrer, j'avais une amie, qui était à l'époque, d'ailleurs, à l'époque, on était sortis ensemble. Elle était végane. ouais, Elle est le véganisme. M'a fait rencontrer des gens du milieu. Bon, après, on s'est séparés, bref, ça, on ne s'en personne. Mais du coup, j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient sur Saint-Étienne, dans ce milieu, qui faisaient des petites actions, qui m'ont dit, viens faire ça. Et puis, j'ai commencé un peu plus à rencontrer quand je suis allé faire, en 2016, début de l'année, il y avait une manifestation contre la chasse au loup à Lyon. Et là, j'ai commencé à rencontrer un petit peu plus les gens et à commencer à me rapprocher du milieu militant, à Saint-Etienne, je faisais des randos pour la planète. ouais. C'est des actions organisées par Victoria de Cousu, qui est une militante toujours active à Saint-Etienne et qui organisait tous les week-ends des ramasses de déchets dans la nature. Qui était pas fait par la ville, des choses comme ça. Et ça, j'ai fait ça pendant un moment. Et on a ramassé des tonnes de choses. Et à Lyon, j'allais militer la plus pour le véganisme avec des assos comme, j'ai fait un petit peu avec 269 la libération animale. Je m'en suis un petit peu écarté aussi parce que 269, j'aimais pas forcément comme c'est l'organisation et puis du militantisme qu'il y avait derrière. Ouais. D'ailleurs, 269 Libération Animale, on fera probablement une podcast avec eux prochainement. Mais du coup, ça sera intéressant parce qu'on parlera rapidement de ça, des différentes stratégies qui existent en tout cas, tu vois, différentes assos. Ouais, moi j'ai pas été toujours d'accord avec ce qu'ils ont fait. D'autant Ouais, bien sûr. Bah que après, c'est ça, hein. voilà, moi mon approche, peut-être que c'est une influence aussi des arts martiaux, mon approche est plus pédagogique. Parce qu'à un moment, au début, quand j'ai commencé à devenir vegan, j'étais comme tous les végans. J'ai commencé à faire chier tout le monde, à leur mettre des trucs Il y en a pas mal qui font ça, ouais. Ouais. Et puis, en fait, j'ai commencé à discuter avec des amis. Il y en a une qui me dit, ouais, mais moi, je me suis désabonné de ton fil. Une autre qui me dit, tu vas nous mettre ça sur Facebook tous les jours. Et là, ça commençait à réfléchir. Je me suis dit que cette approche-là, elle avait sa limite, dans le sens où ça va peut-être faire basculer certaines personnes qui sont dans cette recherche-là. Ouais, mais ça va Les en gens qui saouler sont une pas autre du partie aussi, ouais. Voilà, avec les gens qui sont pas du tout là-dedans, en fait, ils prennent un truc super choquant dans la gueule et qui comprennent pas. Ils font pas le lien parce qu'ils sont pas là, ils sont pas encore dans cette recherche de lien et tout ça. Et Mais en fait, il y a surtout le fait que, pour beaucoup de personnes, en tout cas, qui deviennent véganes ou végétariennes au tout début, c'est une sorte de changement de paradigme, entre guillemets. Et les gens, ils ont une autre vision de la vie et ils ont envie de partager, du coup, on va dire, cette vision-là, une sorte d'éclair qu'ils ont eu c'est ça, de c'est réflexion. ça. Mais Mm. avant de faire ça, ouais, il faut faire connecter quand même ta façon de vivre avec les horreurs qui sont derrière et commencer à faire le lien pour que quand tu vois des trucs qui sont violents, tu commences à te dire merde, peut-être ma façon de vivre aussi, j'ai une responsabilité là-dedans et peut-être pas que je chante. Parce que si tant que t'as pas fait ça, bon, les trucs horribles, tu les prends dans la gueule et puis tu rejettes tout ça parce que t'es pas prêt à affronter ça et que t'as pas fait le lien. Ouais, Et bien là, je me sûr, bah, suis c'est ce qu'on rendu, fait tous quotidiennement dans notre vie sur tout un tas de voilà, trucs, de toute manière, hein. c'est ça. Ouais, et c'est comme ça que j'ai commencé à bien apprécier. Je militais régulièrement avec International Campaign, Ouais. qui est une organisation qui était présente sur Lyon. Où leur idée, c'était de montrer des images aux gens, des vidéos. Il y avait une Ouais, ils faisaient caméra des qui filmait happenings, des pas mal, gens. ouais. Voilà, ouais, ils faisaient d'happening. Et on avait une tente avec des PC pour regarder des vidéos qui étaient quand même un peu édulcorées par rapport à ce que nous, véganes, on a pu voir, parce que bon, faut quand même savoir qu'on s'adressait à des gens qui n'ont jamais vu ça. Donc, là, le premier. Alors, de montrer des choses déjà un peu édulcorées, c'est déjà raide pour eux. Ils savent pas à quoi ça va. Mm. Et puis après, de discuter avec eux de ce que ça les faisait ressentir
par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'ils ont vu. Et de leur faire et qu'ils comprennent par eux-mêmes qu'ils pouvaient avoir une action là-dessus en changeant leur façon de faire. Et pas, Ouais, l'idée, c'était pas de dire fais comme ça, c'est vous pouvez faire comme ça et que c'est comme tout, si tu forces quelqu'un à faire quelque chose, ça tiendra pas dans la durée. Mais par ouais, contre, c'est par la exemple, stratégie de beaucoup d'associations, c'est de proposer de l'information avant tout, d'informer les gens et du oui, coup après de se reposer sur le fait que, ouais, en connaissance des choses, les gens peuvent prendre le meilleur choix entre guillemets quoi. exactement. Et ce qui était bien, c'est que sur le stand, on avait une petite dégustation de nourriture végane qui était gratuite pour les gens qui avaient vu la vidéo. Il y avait des bouquins, il y avait des bouquins de cuisine, des bouquins des trucs sur la cosméto, des choses comme Ouais, ça, où on leur montrait quelques petites alternatives qui étaient possibles. Et que l'idée, c'était vraiment de planter la petite graine et de leur dire, voilà, vous avez vu ça, ça vous choque. ouais, c'était pas Alors, mal, c'est quelque intéressant. chose qui vous perturbe. Voilà, vraiment quelque chose de pédagogique et d'éducatif. Et c'est vrai que c'est plus long. C'est plus long, mais le problème, c'est que l'esprit humain fonctionne comme ça. Ouais, c'est une Et autre qu'il y a des approche, c'est choses différent. ouais, parce que même moi qui étais un fiandard, il m'a fallu quelques mois de réflexion personnelle pour, euh, pour me rendre compte parce que ma consommation avait une influence et et que ça me dérangeait et que voilà, il fallait et je voulais changer quoi. Ça a été long. Donc c'est pour ça, Ouais, ouais, le côté percutant, c'est intéressant, mais par contre derrière pour moi, si c'est juste percuter pour percuter, faut qu'il y ait la discussion derrière. la Voilà. pédagogie, c'est dommage Voilà. qu'ils fassent plus d'action d'ailleurs international campagne. Je sais pas ce qui est devenu l'association, mais enfin j'ai fait une action ou deux avec eux quand je suis arrivé à l'époque dans la région aussi. Et je l'avais fait avant du côté de Nantes aussi avec l'équipe d'Ouest, mais c'est vrai quoi, ils font plus grand chose ces derniers temps, je crois. C'est dommage. Oui, ils ont plus rien fait, ouais, c'est dommage parce que il y Ouais. avait vraiment quelque chose, je trouvais, qui était très intéressant. Ouais. Bon après il y a Euh, plein d'autres associations qui prennent le relais, d'autres choses qui se construisent aussi quoi, mais oui, 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 j'ai fait quelques actions aussi avec l'association végétarienne de France. ouais. Ouais, D'ailleurs c'est très marrant. ça connaît bien Non, ce j'ai type l'association de. végétarienne de France en fait, qui sont tous pro-vegan dedans. Exactement, ouais, ouais, mais ça, je pense que c'est une histoire en interne de changer le nom. Bah, c'est parce que c'est une meilleure approche en tout cas, ouais. Enfin, Oui, ils sont pro-végétariens, mais avant d'être pro-végétariens, ils sont tous oui, pro-vegan, quoi. oui. Je pense qu'aussi, il y a un petit jeu de communication parce qu'ils savent aussi que s'ils passaient à Association Végane de France, le message passera beaucoup moins bien parce que Ouais. Ou en tout cas, peut-être il y même a quand même quelqu'un. association végétalienne de France, tu vois, en juste parlant du côté Oui, alimentation, tu vois. ouais, C'est voilà. pas quelque chose, Alors enfin, c'est quelque chose qui est mal vu, plus mal vu en tout cas. ça aussi, on peut en parler parce qu'à une époque, je faisais des actions avec une association de cuisine végétale qui s'appelait Third of Seven sur Lyon. Ouais. Et eux, ils parlaient de cuisine végétalienne. Parce que pour eux, la cuisine, il n'y a pas de politique. Le mode de vie est vegan, mais la cuisine, c'est végétalien. Il y avait ce côté-là, justement. C'était de pas mettre trop de politique dans la cuisine. Et ils avaient plein de non véganes qui venaient. C'était super bon. Et C'est c'était là que j'ai quoi, du coup, c'était découvert. vraiment associatif? C'était un restaurant, du coup? Ouais. Non, non, c'était associatif. En fait, c'était une association qui proposait des événements autour de la cuisine et qui récupérait l'argent pour ensuite aider les personnes qui avaient des soucis pour payer les frais vétérinaires de leurs animaux qui pouvaient être importants. Eux-mêmes, ils avaient eu leur chien qui avait un énorme problème, qui avait une maladie auto-immune, il me semble bien, et du coup, ils avaient des difficultés pour payer ça, parce que ça leur a pris un pognon monstre. Et ils ont décidé de faire des pâtisseries au départ, faire la cuisine pour financer tout ça. Puis ils se sont rendus compte il y a plein de gens qui avaient de la demande et ils ont créé l'association et ensuite ça faisait de l'argent et les gens qui avaient des gros frais vétérinaires comme ça pouvaient les contacter et eux pouvaient les aider à payer ça. C'était vraiment l'idée de ça. L'idée de ça, d'aider des gens là-dessus, ce genre de choses. Et Ouais. ça rameutait beaucoup de monde parce qu'ils étaient très réputés sur Lyon, Third of Seven. Là-bas, c'était toujours blindé parce que c'était la garantie de super bien manger, quoi. C'est clair que Ouais, et il du y coup, avait de la vraie cuisine derrière, c'était vraiment bien. ouais, c'est ça, dès l'instant que c'est fait de qualité et que ça marche bien, c'est un bon message derrière, ouais. T'as des choses similaires, enfin, à Lyon, du coup, il y avait les maraudes véganes qui étaient organisées aussi, par exemple. Où du coup l'idée c'était de faire des récupérations d'invendus alimentaires, enfin dans les biocopes en tout cas principalement. D'ailleurs de cuisiner ça et de faire une maraude et distribuer aux sans-abri, tu vois, à la rue.
du coup, de la bouffe végane, quoi. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, C'est bien. ouais. Bah, pour l'instant, Moi j'ai tellement. le projet, pour l'instant, il est mis un peu à côté, tu vois. Pour l'instant, il est un peu arrêté parce qu'il y a énormément de maraudes différentes. Mais c'est un truc qui a pas mal marché pendant de nombreuses années, ouais, sur Lyon. C'était un bon truc. Mais comme tu dis, ouais, il y a plein de choses Exactement. différentes qui existent au final maintenant. Ouais, après, moi, c'est vrai que comme à l'époque, j'habitais à Saint-Étienne et je faisais déjà le déplacement sur Lyon pour aller faire les événements. Du coup, ça n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Ouais. En plus, c'était l'époque où les premiers restaurants vegan apparaissaient, comme Like an Elephant, Against the Grain. Ouais, puis même Saint-Étienne C'était aussi, il y a un aussi. restaurant vegan aussi maintenant. Oui, 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 il y a un Ouais, restaurant vegan et il y a un restaurant végétarien aussi, ouais. qui est Ouais, c'est rue de bien la ça. Ville, la cantine numéro 10. Ouais, j'y allais régulièrement là-bas. Elle peut faire du vegan aussi, il me semble. La cantine numéro 10, ouais, bien sûr, ouais. Ah ouais, c'est très cool. Ça évolue pas mal, ouais. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que la première fois que je t'ai rencontré, du coup, c'était enfin, une pseudo vegan place, du coup, une vegan place qui est organisée à Saint-Étienne par une asso locale, donc le Militant Animaliste Sainté. Et du coup, tu faisais une démonstration de sable, du coup, sur cet événement, sur ce village associatif vegan, quoi. Exactement, parce que la présidente de l'association, Angie, je la connaissais d'avant, c'est une amie. On se connaissait depuis longtemps, on avait fait des randos pour la planète. Bah, quand je suis devenu vegan, c'était tout le petit groupuscule qui à l'époque, bon, à l'époque, on traînait beaucoup ensemble, donc on s'est tous rencontrés, et elle a créé cette association, elle a voulu faire après le succès de la première Vegan Place de Saint-Étienne, Hmm. qui avait été organisée avant par le 214. Ça avait vraiment super bien marché. La ville, en plus, nous avait aidés, parce que on avait des contacts qui poussaient au niveau de la municipalité. Elle a décidé de créer son événement qui s'appelait Naturellement Vegan. Ouais, et qui Et elle a marche toujours. voulu, ouais, et elle a voulu montrer des activités physiques de gens qui étaient végé ou vegan pour montrer que, c'est pas parce qu'on est végé ou vegan, qu'on est tout carenté, qu'on peut rien faire, qu'on est une plante verte qui pousse dans un coin parce Ouais, on a plus assez d'énergie pour faire autre chose. c'est Et tout elle voulait l'intérêt de Vegan montrer un Maker. maximum. Ouais. Voilà. Et elle m'a proposé justement ça te dit de faire ça? Je suis chaud, pas de problème. Bah, de toute façon, du moment où on me propose une démo, faire du sabre, ça me va, parce que ça me permet aussi de travailler sur moi-même, de me retrouver face à des gens qui sont Ouais, complètement. encore autre chose, ouais, tu dois gérer ton stress aussi derrière. Exactement, ça crée un stress et ça permet de travailler sur soi-même. C'est ça qui est se confronter à ce truc-là comme si c'était un duel et puis d'être le plus dans son truc possible et de faire quelque chose. Et c'était intéressant. Et la première fois, je l'avais fait, j'étais venu avec un ami qui est pas du tout vegan, qui était venu par curiosité. D'ailleurs, il a découvert, c'est un cuisinier de base, il a kiffé l'événement et on s'est éclaté, quoi. On s'est éclaté, on a fait une super démo et j'ai fait ça deux années. Deux Tu années, l'as c'est fait vraiment des trucs que ouais, j'ai vraiment adoré faire ça, justement, et montrer autre chose, ouais. même déjà, montrer d'autres arts martiaux. Ouais, surtout que comme je te dis, tu vois, le Iaido, le Yai, c'est pas quelque chose qui est très connu, tu vois, justement, donc ça fait une vitrine encore très intéressante, ouais. C'est ça. Et c'est ça, ce que je te disais, c'est que c'est un peu paradoxal, c'est qu'en Europe, c'est très peu connu, c'est très confidentiel. Alors qu'au Ouais. Japon, c'est l'art martial central, quoi. Les écoles de sabre, il y en a une centaine qui sont actives au Japon, et toutes les écoles qui ne sont pas de sabre incluent à un moment ou à un autre des techniques pour contrer le sabre. Et C'est c'est marrant, tu vois, c'est parce vraiment. que par exemple, l'aïkido, tout le monde connaît un petit peu ou voit à peu près c'est quoi. Oui. Et c'est du coup, par exemple, plus connu en tout cas que le Yai, j'ai l'impression, non? Oui, 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 parce que l'aïkido, il y a toute une philosophie derrière sur le non-combat. Il y a quelque chose de plus Ouais. éduqué dans l'aïkido. Ouais, mais j'ai pris le Yakido, mais je pourrais L'aïkido, prendre le karaté aussi, tu vois. Enfin, t'as d'autres pratiques mais japonaises l'aïkido, qui sont beaucoup plus connues, quoi. mais l'aïkido a vraiment une particularité, c'est vraiment que le but, c'est pas le combat. C'est vraiment Ouais. au-delà. Au-delà, c'est Ouais, vraiment d'aller voir. Il a utilisé Ueshiba quand il l'a fondé. Il était un pratiquant avec un grand niveau dans pas mal de choses, hein. C'était une époque où les gars ils pouvaient faire des arts martiaux toute la journée. Avec ça, c'était vraiment une super époque de passer ses journées à pratiquer plein de choses. ce serait bien hein, si tout le monde pouvait faire ça. Ah ouais, ça devait vraiment être un truc de dingue. Et, le but fondamental de l'aïkido, c'est d'harmoniser son énergie à celle de son adversaire et au-delà de ça, à celle de l'univers. Voilà. C'est l'union des énergies. C'est vraiment connecter sa propre énergie à l'énergie fondamentale de l'univers.
Ouais, c'est vraiment une C'est-à-dire approche qui est que beaucoup plus spirituelle, ouais. oui, exactement. L'aïkido peut être efficace, hein. Il y a plein de débats, je vois, sur des trucs. Ouais, tu sais, t'as plein de L'aïkido, vidéos, tu sais, les vidéos à internet, MMA contre Aikido, boxe oui, contre d'autres arts martiaux. oui. Enfin, c'est totalement ridicule, quoi. C'est totalement ridicule, surtout qu'en plus, souvent, je vois des vidéos où tu vois. Souvent, ce genre de personne ne comprend pas qu'il y a des mouvements qui sont des mouvements éducatifs, qui n'ont pas un but martial, martial en utilisation dans le combat proprement dit, même si on essaie d'y mettre des éléments un maximum, Mhm. pour ne pas déconnecter du travail, mais qui ont un but d'approfondir la connaissance de ce qu'on est capable de faire avec notre corps, certaines choses. Il y a des techniques, fondamentalement, pour moi, je le vois dans le sable, il y a des techniques qui sont presque inapplicables. Certaines techniques qui peuvent être un peu complexes, des choses comme ça, ne vont pas avoir forcément être faciles à mettre en place ou quasiment impossible, mais par contre, on va aller chercher une connaissance de son corps pour revenir à la simplicité. Ça, c'est très, très japonais aussi, d'aller chercher, d'aller fouiller dans la plus grande complexité pour après revenir à la plus grande simplicité. Et il y a Ouais, plein de non, mais ouais. livres comme ça qui aident à ça. Et ces genres de choses, vu de l'extérieur, tu dis non, mais c'est des conneries, ça marche pas dans la rue. Oui, mais ça, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour servir dans la rue. C'est fait pour comprendre un élément du mouvement. Parce qu'après, quand on va être dans le combat, faut que tout soit compris. T'as pas le temps de réfléchir pour agir. Faut que ça soit efficace. Et d'aller chercher toutes ces subtilités-là, moi, c'est le travail que je fais là depuis plusieurs années, de chercher toutes ces subtilités dans le mouvement. Ouais, ce que tu dis, ça fait écho, tu vois, ça fait écho au jiu-jitsu brésilien, tu vois, par exemple, où tu vas apprendre certaines techniques qui sont très compliquées, du coup, très codifiées. Sauf qu'en fait, si tu arrives à faire cette chose-là à l'entraînement, derrière, quand tu auras un combat, tu vas réussir à faire quelque chose de beaucoup plus simple, où tu vas directement aller à l'essentiel, en fait, Exactement. et ce sera 100% efficace, en fait. Tu vas rechercher la Exactement. difficulté dans l'entraînement, en fait, pour être 100% efficace plus facilement derrière dans un combat, quoi. Exactement. Et Mm. dans l'entraînement, tu vas chercher l'intensité, par exemple, ou à la FI. On a un exercice qui s'appelle Taninzugake. C'est un exercice de Kenjutsu où tu es seul face à plusieurs adversaires. La seule chose qui peut être faite, c'est de dire bon, ben, on détermine une coupe, la coupe verticale généralement pour travailler ça. Et ensuite, c'est combat libre. C'est-à-dire que tu es 1 contre 2, contre 3, contre 4, contre 5. Et là, tu passes dans la pure intuition et tu vois ce qui ressort de ce que tu as appris en technique et ce que tu as appris sur toi-même dans la tranquillité, dans le calme, dans le placement et Ouais. dans l'anticipation de ce que tu as pu ressentir. Moi, personnellement, c'est un exercice que j'adore faire. Ouais, c'est une partie qui est peut-être plus self-défense, en tout cas. Enfin, t'apprends Là, une là, on autre est plus perception, dans. en tout cas, que juste en face à face à un Oui, adversaire, du voilà. coup. Là, voilà, on sort de un peu de la mentalisation qu'on peut avoir, un peu aussi, et qui est nécessaire pour apprendre à Ouais. ressentir son mouvement, pour décortiquer le mouvement. Là, on est dans le combat libre. C'est juste le seul truc qui est déterminé, c'est la coupe verticale. Et puis après, les adversaires, ils se déplacent comme ils veulent et la réponse, ben, on répond et ça tourne comme ça. Le seul rakia, bah, il y en a un, il coupe et puis quand il est coupé, bah, il sort du cercle et puis il revient. Et puis après, toi, tu fais ce que tu veux. Et là, tu déconnectes complètement le cerveau et c'est de la pure intuition. Mm. Moi, personnellement, c'est un kiff monumental. Et ça, c'est présenté en examen aussi. Ouais, ouais, bah c'est là où du coup tu exécutes tes gestes de manière non consciente, on va dire, par habitude de les avoir effectués un Exact, milliard de fois et que ça devient des exactement. réflexes. Et c'est là qu'on voit que les gestes deviennent très simples. Ouais, C'est un contre 3, on n'a pas le temps de passer 3 plombes sur un adversaire. À la limite, sur un vrai combat, on pourra passer un peu plus de temps sur le dernier, mais quand il y en a 3, on se préoccupe de celui qui est le plus dangereux sur le premier, et puis en gérant les deux autres en même temps. Donc, généralement, on passe à quelque chose de c'est très simple, très direct, parce qu'il n'y a pas le temps il y a pas le temps de prendre du temps, quoi. ouais, puis de faire tes mouvements corrects. L'urgence, elle est là, quoi. L'urgence, elle est Mm. là. Il y a 3 bonhommes avec les sables sortis qui veulent te buter ça fait mettre les ressources. La première fois, Ouais, tu m'étonnes, ouais, quand t'es 16. t'es acculé et tu dois te débrouiller Ouais. Mais c'est intéressant. Au début, pour tout gérer. ça se fait en un contre un. La première fois que j'ai fait ça avec mon prof à Saint-Etienne, il m'a dit, on va faire un combat libre. Je t'attaque de façon libre. Juste la coupe comme ça, puis j'y vais à fond et toi tu fais ce que tu peux. La première fois, je me suis retrouvé, j'étais complètement tétanisé. C'était vraiment
le lapin avec les phares dans la gueule, quoi. Je savais, j'étais complètement largué. Il y Ouais. avait de l'intensité quand même un peu, il y avait de la vitesse, il y avait il y a la présence aussi du bonhomme, ça joue énormément la présence, il n'y a pas que la coupe. La présence dans le mouvement, ça a énormément d'importance. Et au fur et à mesure, en faisant la question, en faisant le film à chaque fois, tu commences à rentrer dans quelque chose, et puis là, tu commences à faire exprimer un peu le côté plus guerrier. Ouais, puis t'as une partie à savoir développer en fait aussi tout ce qui est regard périphérique, savoir regarder on va dire sur les côtés à droite et à gauche C'est ça. que tu travailles moins aussi avant. Contre plusieurs, t'es obligé de faire ta réponse à un Mhm. en gérant les deux autres, c'est-à-dire la façon qu'ils vont se déplacer et la façon dont toi tu vas te placer par rapport à ce qui va suivre derrière. Tu es obligé de tout gérer en même temps et de tout faire en même temps et de tout mélanger dans un seul mouvement. Ça doit tout ton mouvement, il doit tout comprendre. Autant la réponse à celui-là, soit tu l'éloignes pour aller couper l'autre et puis revenir sur lui, soit tu le coupes, mais tu te places pour le couper, puis après aller chercher l'autre qui arrive derrière ou sur le côté, parce qu'en faisant comme ça, tu sens que, intuitivement, tu sens que ça va faire tac, tac, tac. Et là, t'es bon, puis l'autre, s'il est là, il avance pas, bah, tu vas le couper, t'attends pas qu'il coupe. Au moment, le mouvement, ça s'emballe. Ouais. Au final, c'est Ah pas ouais, si con. c'est vraiment. Moi, c'est compliqué. Oui, ça fait sens, tu me diras, c'est logique. Plus il y a de personnes qui veulent te taper dessus, plus ça risque d'être compliqué. Bah, moi, je trouve que c'est moins compliqué quand, par exemple, 1 contre 4 qu'un 1 contre 2. Parce que le combat forme un cercle. Ça forme une espèce de cercle. Et Ah, autour de toi, ouais, mais derrière, t'as pas la vision sur les gens derrière toi. bah, l'idée, c'est de pas les avoir derrière soi, déjà. Tu te Oui, oui, déplaces bien sûr. toujours. Alors, voilà, l'idée, c'est de se déplacer en les ayant dans ta vision, pas dans le dos. Et après, quand tu sors du cercle. Ce qui fait que plus ils sont nombreux, plus ils gênent. Et c'est comme si tu les mettais dans un couloir. Le fait qu'ils soient obligés de te déplacer de façon à ce qu'ils soient obligés de venir vers toi. Et là, c'est toi qui prends le pas sur le combat, c'est pas toi qui subis, c'est toi qui gères le rythme. Mm. Parce que tu fais en sorte que plus ils sont nombreux, plus ils gênent. Et du coup, tu les forces à venir vers toi et ils peuvent pas passer derrière, machin. C'est intéressant comme travail aussi de gestion de l'espace de Ouais, combat, de comprendre ça. Qu'au final, quand tu as compris ça, je dirais pas que c'est facile, mais ouais, mais c'est une gestion ça de ton devient environnement et de. exactement parce que l'environnement devient facile à gérer. Si tu restes au milieu, tu tiens pas longtemps. Ça, c'est dans les films où ça marche super bien, mais non, ça marche pas comme ça. Et les mecs, ils, au Japon, on pouvait te tuer dans le dos. D'ailleurs, Jushin a des katas comme ça, c'était des katas d'assassins. Mais c'était moralement accepté parce que c'était ton seigneur qui l'avait dit. Donc, si on t'avait dit, va buter lui, ils disaient, Oui, le une sabre dans le grosse dos, ils en ont culture. rien à foutre. Hein. Non, ça c'est, on va sortir un peu des idéaux romantiques, choses comme ça à l'époque. L'idée, ça restait quand même un art martial qui était fait pour tuer. Ouais. Et les samouraïs n'étaient pas tous exemplaires moralement. Hein. Le Bushido n'était pas quelque chose d'universel dans la caisse des samouraïs. Hein. Oui, après, j'imagine que chacun avait sa propre vision derrière de ça. Et bon. Exactement. Puis il y avait les ordres de leur seigneur aussi. Donc, le service au seigneur étant absolu, s'il disait va tuer lui, t'y allais quoi. Et si t'étais Ouais. pas d'accord, tu t'ouvrais le ventre. Donc voilà. C'est plus ou moins Ouais. ça à l'époque. Hein, samouraï, franchement, samouraï, c'était pas, j'ai envie de dire, c'était pas un métier forcément folichon. Hein. Ouais, ça a été romancé, bien sûr, après, derrière, avec l'histoire et Voilà. avec l'histoire du Japon, ouais, comme beaucoup d'histoires et comme beaucoup de choses du passé, en toute manière. Derrière, faut pas se leurrer. Faut pas se Quand leurrer. je lis, il y a des mangas que j'aime beaucoup lire d'un auteur qui s'appelle Hiroshi Hirata, qui fait des mangas historiques. Et là, t'es plongé dans l'ambiance de l'époque et tu te rends compte que les gars, c'était violent. Qui Et que sont pas les gars tous. qui étaient pas d'accord. Hein. Ah non, c'était très violent. Et puis, avec toutes les intrigues politiques et que t'es pas d'accord, je suis pas d'accord avec vous, je m'ouvre le ventre, quoi. Pour vous montrer que j'ai raison. Les Ouais. trucs, les gars, il a échoué. Il a une mission qui lui est confiée par son seigneur. À l'époque, il y avait un concours d'archers qui était fait à Kyoto. Il y en a combien c'était un vrai truc. Et là-bas, il y a un cimetière rempli de samouraïs qui ont échoué, qui se sont le ventre sur le champ parce qu'ils ont échoué. Ils ont acheté le déshonneur sur leur fief et donc pour acheter leur honneur, ils s'ouvrent le ventre sur place. Ouais, c'est le code d'honneur qui voulait ça derrière que c'est trop dur d'assumer ta vie, d'assumer ton échec et que c'est beaucoup plus simple en tout cas de te rayer. Voilà. Parce que ce déshonneur-là rejaillissait sur toi, sur ta famille, sur ton fief, sur tes ancêtres,
Ça, c'est très japonais, hein, quand on est au Japon, les dettes d'honneur, déjà, quand on a une dette envers ses parents et ses ancêtres, une dette morale, hein. Ça, c'est très vrai, mais chez eux, c'est quelque chose vraiment très sérieux, hein. Très, très sérieux. Et Oui, bah après, c'est historique, quoi, de toute façon, plus de mais. Et le fait de s'ouvrir le ventre, parce que hein, c'est beaucoup, c'est pas j'en ai marre de la vie, je me lève, c'était vraiment un rituel où on s'ouvre le ventre après un grand rituel, on prend son temps et c'est quelque chose de douloureux et on montre sa maîtrise de la douleur face à une torture qu'on s'inflige, quoi. Et le gars, et celui qui est à côté qui coupe la tête, il est là pour achever celui qui fait ses beaucoup parce qu'il a montré qu'il savait faire face à la mort et à une douleur extrême et voilà, et on l'autorise à mourir, quoi. C'était violent, hein, c'était vraiment. Ouais, c'est tout un pan de pratique aujourd'hui qui est plus pratiqué pour le coup. Oui, non, ça c'est clair. Oui, heureusement, je veux dire. Heureusement, ouais. Mais c'est vrai que ouais. Mais c'était quelque chose qui était fait devant témoins, souvent en plus avec face à la famille, parce qu'on leur transmettait un papier comme quoi à la femme et aux enfants que son mari s'était fait seppuku, qu'il avait racheté son honneur, comme ça, c'était quelque chose de très sérieux, hein. Ouais, c'était très codifié. Tiens, d'ailleurs, du coup, tu parles du Japon, mais le Japon, c'est pareil, ils étaient beaucoup végétariens avant la colonisation. Enfin, pas forcément végétariens, ils devaient manger du poisson parce que c'était une île, mais en tout cas, ils mangeaient pas de viande, en tout cas. Oui, parce qu'il y avait des lois issues du bouddhisme qui leur interdisaient de manger la viande. C'est ça, ouais. Et ils ont vraiment commencé à manger de la viande, ça a commencé à se développer, surtout à partir du 18e, 17e, 18e siècle, 19e, avec l'arrivée en masse de colons. Oui, ça doit être vers, du coup, ça doit être Sur vers l'île, 1860 quand avec ouais, l'empereur vers Meiji 19e. qui a ouvert le Japon aux pays européens, parce qu'avant, pendant Ouais, 2 siècles et demi, le Japon était en autarcie totale. c'est ça. Et Il y du coup, avait ils ont qu'une cherché à petite s'occidentaliser. parce qu'avant, c'était une autarcie complète, avec une petite enclave autorisée pour les étrangers, et toute personne qui rentrait sans autorisation au Japon était punie de mort, et toute personne qui essayait de sortir du Japon sans autorisation était punie de mort. Standard. Avec des castes qui étaient complètement cloisonnées. Ouais. D'ailleurs, ce système de castes est à l'origine de la création des katas. Intéressant. J'ai lu un bouquin là-dessus sur les katas, c'est super passionnant. Alors, il y avait un système de caste et c'est à l'origine de la création des katas. Ah ouais. Alors voilà, parce qu'en fait, comme quand t'étais paysan, tu vivais paysan, tu mourrais paysan. Ouais. Personne, tu pouvais pas devenir samouraï comme ça, hein. C'était plus des héritages familiaux, des choses comme ça. C'est assez complexe. Et en fait, les gens, pour se sortir de la monotonie, ils sont allés chercher vraiment déjà la perfection de ce qu'ils faisaient, d'où cette obsession de la perfection et le très haut niveau de perfection de l'artisanat japonais. Et aussi, ils ont commencé à fonctionner, t'es paysan, tu vis comme ça. Du coup, les gens vivaient, c'est le kata du paysan, quoi. Le paysan, il est comme ci, il est comme ça, et chaque caste a commencé à fonctionner un petit peu comme ça au niveau psychologique. Simplifie, hein. Il y a un ouvrage là-dessus qui est de Kenji Tokitsu, que je conseille de lire, sur les origines des katas, et c'est vraiment entre la sociologie, anthropologie, psychologie. C'est super passionnant, et vraiment, ça explique comment, à partir de cette époque-là, les gens, ils ont commencé à fonctionner. C'est que ça, ce qu'on attendait d'eux, donc ils ont commencé à fonctionner comme ça, et en allant chercher le plus loin possible, du coup, ça a créé un artisan, une façon de faire très perfectionniste, et puis aussi quelque chose d'assez codifié dans les comportements. Et ça a influencé la mise en place dans les arts martiaux de kata. Ouais, derrière qui ont suivi par rapport à ça. Ouais. C'est une histoire longue. Ouais. J'ai résumé très grossièrement, mais ça vient en partie de là, de cette façon d'être. Et d'ailleurs, souvent, les gens, quand on voit au Japon actuellement, l'employé de bureau, il fait le kata de l'employé de bureau parce qu'un employé de bureau doit être comme ça, donc il fonctionne. Ouais, c'est vrai que c'est très codifié. Ça a vraiment un autre monde. Ils ont c'est un peu comme ça. C'est ce qu'on attend d'eux. Peut-être plus en ville, je sais pas, qu'à la campagne. À la campagne, les comportements sont peut-être moins codifiés, justement. Mais en ville, ouais, c'est comme ça. Tu pars pas, tant que ton chef, il est pas parti du bureau, tu pars pas du bureau, tu vas boire un coup avec tes collègues de travail après le boulot, comme ça, c'est très codifié. C'est un kata. C'est kata. Ouais. L'employé de bureau, c'est son kata. Ça doit être comme ça. Et c'est intéressant de voir ça, à quel point c'est tout le pays vit comme ça, en partie. Et ça a découlé sur le système de kata
au Japon, dans les arts martiaux, qui est pour moi une des meilleures formes d'apprentissage, justement. Enfin, un socle solide sur lequel s'appuyer pour débuter une pratique. C'est Ouais, super c'est un bon puissant. truc, ouais. C'est un coup de génie, ça, dans la transmission des arts martiaux. Le kata, c'est vraiment un socle sur lequel s'appuyer parce que ça donne Ouais, une référence technique solide. bah, tu vois, c'est présent aussi un petit peu en boxe, hein, notamment, tu vois, c'est ce qu'on appelle du shadow boxing. C'est pas autant codifié pour le coup, mais ça arrive à des fois que le coach, il prenne le dessus sur le shadow et qu'il dise, faites telle série de mouvements, telle série de mouvements, et tu la répètes, tu vois. C'est moins codifié Ouais. que les katas, mais c'est vraiment courant et ça s'est vraiment développé du coup, dans tous les sports de combat et dans tous les arts martiaux pour le coup. Oui, bah, de toute façon, l'idée là-dedans, c'est la répétition du mouvement, parce que c'est basé sur la répétition, pour que le mouvement devienne intuitif et naturel. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on disait Voilà. tout à l'heure, ouais, L'idée, pour c'est être plus efficient derrière, ouais, dans ton voilà, je veux geste. dire, l'idée, c'est que quand t'es en danger, t'as ton sabre. Le sabre, il sort naturellement dans la bonne direction suivant ce qui se passe, et puis voilà, quoi, ça devient. Tu ne réfléchis pas, c'est intuitif. C'est Mm. intuitif. Tu réponds à la situation de façon complètement naturelle et tu te connectes complètement à ton intuition, à ton environnement. Et là, tu atteins l'unité. Et ça, c'est un chemin. Je sais pas si quelqu'un C'est a la meilleure réussi à partie, faire. Ah ouais, bah ouais. Et puis, de toute façon, il y a c'est toujours la cette meilleure. recherche. Ouais. Comme il y a toujours Mais, cette recherche personnelle de conscience de soi et de tout, c'est en ça que c'est toujours évolutif. Donc c'est pour ça qu'on là-dessus, on s'en tu retrouvera t'avances, ouais. jamais. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant du coup cet ouvrage de sociaux. Mais je m'étais intéressé rapido, j'avais commencé à regarder des articles justement sur le passé du Japon et sur l'époque du coup où ils étaient végétariens, tu vois. Et j'ai pas réussi à trouver, tu vois, j'aimerais bien trouver un ouvrage d'historien qui retrace cette partie-là, tu vois, l'histoire de l'alimentation au Japon. Parce que du coup, ils sont restés végétariens pendant de nombreux siècles en fait. Mais ça a totalement Ouais, été effacé, quoi, ça, entre ça guillemets. j'en ai pas. Par contre, j'ai un livre de cuisine végane du Japon. Ouais, je l'ai vu passer Euh, celui-là, ouais. ouais, Dans ma bah, liste. je l'ai, c'est le Kancha. Et en fait, c'est la cuisine bouddhiste. En fait, Ouais, c'est ça. au Japon, la cuisine bouddhiste est végane. Pas de, Ouais. il n'y a pas de produits animaux dedans, de toute façon, comme ils utilisent. Je sais pas s'il y a des œufs dedans, je crois pas. De toute façon, le sujet, il y a pas d'œufs dedans, c'est complètement vegan. Et je crois que dans la cuisine bouddhiste, c'est très simple déjà, c'est très sobre. C'est vraiment très épuré comme cuisine. Et c'est de la cuisine végétale essentiellement. Hein. Il n'y a pas il y a pas Ouais, de bah viande celle qui est. animale. Ouais, ils ont un gros Ouais, passé derrière qui a été évincé, ouais. évincé par Au l'Occident. Japon, Ça marche d'ailleurs pour. Si ça marche également pour le continent africain au final. Ils mangeaient très peu de viande en l'occurrence. Et suite à la colonisation, la mondialisation, ils ont développé l'appétence pour la viande, quoi. oui. Et le Mm. Japon a une particularité, c'est qu'ils sont bouddhistes, mais ils sont aussi shintoïstes. Et le shintoïsme, pour simplifier, c'est une religion de la nature. C'est une religion de la nature avec les esprits de la nature, qui sont à certains endroits, des endroits plus ou moins exceptionnels, et d'avoir sa place au sein de la nature. Et il y a des choses, moi, que j'ai vues au Japon, dans des reportages comme ça, où j'ai vu des reportages qui parlaient de l'élevage au Japon, et on passe à côté d'un concours de beauté pour des vaches. Il y a une cérémonie bouddhiste pour apaiser l'esprit des animaux morts, les animaux morts pour les nourrir, quoi. Ouais. Et là, tu te dis, on n'est pas non plus tout à fait dans le même dans la même conscience en coup de la nourriture. Là, ça va. Ouais, bah, la religion est Ouais, pas la même, c'est ça, ouais, bien sûr. Enfin, ouais, c'est pas voilà. la même influence du tout, Même ouais. si voilà, même si je justifie pas non plus le fait qu'ils mangent de la viande, comme ça, parce que quand je suis allé au Japon, il y a quelques années, j'étais pas du tout même végé, et bon, il y avait de la viande de partout, hein. Mm. Il y avait de la viande de partout, mais je pense qu'ils ont peut-être aussi, par leur influence bouddhiste et shintoïste, un autre rapport À l'animal et à l'autre, du coup, ouais. à l'animal et à la nature. Parce que ça, quand on va au Japon, généralement, les villes, ça se voit bien. Il y a la ville, et puis d'un coup, on passe à la nature, quoi. Il y a pas comme chez nous, des forêts L'espace environnantes. interurbain entre les deux, Ouais. ouais. C'est plutôt assez cloisonné. Ils n'ont pas le même rapport à la nature que nous. Ouais, après, c'est ça, tu vois, si tu regardes en Occident, la France, nous, enfin, l'histoire a été très marquée par les religions abrahamiques, que ce soit le christianisme, Oui. le judaïsme et l'islam, au final, même en étant non pratiquant.
derrière, on a quand même 19 siècles, tu vois, de ça derrière qui ont marqué les mentalités inconsciemment et nos vies, Exactement. quoi. Et Exactement. forcément, ça joue, Et ouais. dans les religions, ouais. Et dans les monothéismes, quand on regarde les religions du livre, les animaux sont pas forcément en bonne position. Quand on lit le texte, ils sont plutôt, ouais, bon, ben, il y a l'homme au-dessus, puis ben, voilà, j'ai mis tout ce qu'il lui fallait à disposition, il peut se servir, en gros, voilà. Ouais, c'est ça. Il y a un livre qui est très intéressant aussi là-dessus. C'est Renan Larue qui a écrit un livre qui s'appelle Le végétarisme et ses ennemis. Et du coup, il revient sur 25 siècles de végétarisme, de débat. Donc, il parle des philosophes qui étaient végétariens à l'époque, comme Pythagore. Et il revient petit à petit en remontant le cours de l'histoire jusqu'au 21e siècle. Et il parle effectivement du christianisme en disant que ça a fait énormément de tort aux animaux et à la vision qu'on a eue sur les animaux, en tout cas. Ouais. En disant que pendant des siècles, du coup, les droits des animaux ont été beaucoup moins pris en considération que, par exemple, à l'époque de l'Antiquité où il y avait plus de réflexion à ce niveau-là. Oui, parce que je pense que ça vient, les polythéismes, pour la plupart, hein, que ce soit l'Antiquité, ou même les Celtes, hein, les Vikings, les Celtes qui sont chez nous, je dirais que même nous, notre base religieuse serait plutôt celtique que chrétienne, mais ça c'est mon avis. C'était une religion qui était au cœur de la nature, parce qu'ils vivaient avec ça. C'était des formes de chamanisme qu'on retrouve, Ouais, c'est ça, ouais. qui commence à revenir maintenant. Moi, ça m'intéresse beaucoup le chamanisme. J'ai commencé à me plonger dedans d'ailleurs, à le pratiquer avec des amis. Et c'est pas intéressant. Et c'est l'idée, c'est de retrouver sa place au milieu de. On est une espèce au milieu de millions d'autres dans un environnement. Et la nature, c'est pas un supermarché. La nature, c'est chez nous. Et on doit trouver notre place dans l'harmonie de tout ça. Et on l'a perdu parce qu'on nous a dit pendant des siècles que bah voilà, l'homme c'est l'aboutissement de la création de Dieu, machin, voilà, en gros c'est il y a que lui, c'est le panthéon du tout et puis il fait ce qu'il veut. Du coup, ça a justifié énormément de choses, de piller la nature et de faire les pires saloperies à la nature et aux animaux, sans prendre en considération leur propre conscience, alors que les autres polythéismes avant, ils étaient pas là-dedans, ils avaient une conscience plus proche de la nature et de ce qu'il y avait autour et des animaux, des choses comme ça. Ouais, il y a eu Ils vivaient avec. une grosse image Ils vivaient avec de la religion et aussi des Lumières, tu vois, notamment avec Descartes, de vouloir mettre l'homme au-dessus et de vouloir mettre, du coup, en subordonné tout ce qui va être animaux. Des images qui sont remises en question aujourd'hui, notamment, mais qui, dès l'époque, l'ont été, ouais, dès le début. ouais. En plus, Descartes, j'avais vu des choses là-dessus, je saurais pas en parler, mais ce que j'avais vu, c'est qu'en fait, Descartes, ils ont un petit peu détourné le message, histoire de le mettre à leur sauce, histoire de dire, voilà, c'est comme ça, puis un petit peu comme on a pu faire avec Darwin en disant c'est le loi du plus fort. Non, non, c'est pas comme ça. Oui, la pensée, elle est plus Ils ont complexe détourné un de petit peu base, le ouais, truc. ouais. Oui, Descartes, c'est pas aussi simple que ça. Non, non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Et Descartes, c'est pas déconnant. Et simplement, on a fait coller le message à ce qu'on voulait pour justifier ce qu'on faisait. Comme on a fait avec Darwin, qui disait qu'en fait, c'est celui qui s'adapte mieux, qui est le plus apte à se faire vivre. Et on a fini à en faire par la loi du plus fort. C'est un peu simpliste comme Ouais, réponse. alors que ça marche pas du tout comme ça, ouais. Alors c'est pas le plus Ouais. fort qui va forcément survivre, c'est celui qui sera le plus adapté. Hein. À l'époque, les dinosaures, Le plus non, non, adapté et les on a plutôt les sociétés qui vont mangeurs. être les plus dans l'entraide aussi, tu vois. Enfin, c'est le parti pris de d'autres chercheurs, de d'autres scientifiques de mettre ça en avant, justement, les sociétés d'entraide. Il y a Kropotkin qui a écrit là-dessus, notamment il y a quelques années maintenant, mais de mettre en avant justement l'évolution des sociétés, autant des sociétés humaines que des sociétés animales, justement par rapport à l'entraide. Mm. Et que c'est comme ça qu'elles se sont développées. Exactement. Et sur le fait de s'adapter, bah là on retombe sur les arts martiaux. Parce que moi, ce que j'ai appris, c'est de savoir m'adapter. Parce que tout est toujours changeant, tout est jamais la même chose. Donc il faut s'adapter en permanence, se remettre en question et apprendre toutes les petites choses. Parce que quand tu passes avec un partenaire, puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et ben Ouais. ça fait la même chose. Il faut tout adapter. Et t'apprends ça. Et du coup, au fur et à mesure, t'apprends aussi à utiliser ça dans ta vie de tous les jours. Bah, il y a des choses qui changent, c'est la vie. La vie, elle évolue. Pour moi, c'est ça. C'est la nature, elle évolue tout le temps, en permanence. Et si tu évolues pas avec, et ben à un moment, bah, tu vas te retrouver largué sur le bord de la route. Tu vas descendre du train, puis le train il est parti. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos sociétés actuelles. Où il y a plein de gens qui veulent pas changer. Et du coup, bah, ils sont largués. Ouais, qui sont dans le côté. Ils sont dans leur petit confort, ils restent dans leurs petites injonctions qu'on a eues. On a tous eu des injonctions, mais le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à les remettre en question. Au contraire, on nous apprend à pas remettre en question les injonctions. Et le fait est que ben, tu restes là-dedans, ben, il y a un moment, la société elle évolue, le monde évolue, et toi, tu es dans ton petit truc.
10 ans plus tard, Ouais, c'est ce qui est compliqué pour beaucoup de gens, effectivement, d'évoluer, de prendre en considération, ouais. Mais oui, comme tu dis, c'est ça qui est intéressant dans les pratiques martiales aussi, c'est que ça t'oblige à t'adapter à ce que tu as en face, à ton adversaire en l'occurrence, et à piocher toi aussi dans plein de choses différentes pour pouvoir évoluer, t'améliorer et développer d'autres choses, hein. C'est ce que j'adore aussi dans le fait de pratiquer. Enfin, moi, en l'occurrence, pratique pas mal de choses différentes, et j'ai pioché à droite à gauche différentes choses, et c'est ça que je trouve ça génial, parce que tu, exactement. tu as plusieurs clés du coup pour pouvoir répondre aux situations, quoi. Oui, les arts martiaux, pour moi, c'est vraiment un éducatif de soi-même et par rapport à la vie en général, Ouais. au-delà de la finalité martiale. Et ça a toujours été ça, sauf que c'est pas dit. C'est comme un petit origami bien plié. Il y a plein de choses dedans, ouais. Euh, voilà, il y a plein de choses dedans. Et j'aime bien cette image de l'origami parce que tu découvres, tu vois la chose tu vois tu vois ce que tu viens de déplier, ton petit pli. Tu entrevois la suite, mais derrière, tu peux pas le voir parce il faut déplier, il faut faire pli par pli pour aller jusqu'au bout. C'est ça, tu peux pas Ouais. aller tout au bout d'un coup, sinon t'as pas fait le chemin qui te permet de comprendre ce qu'il y a tout au bout. Et c'est en ça qu'il y a un moment dans les arts martiaux quand t'as pratiqué longtemps, pardon, quand t'as pratiqué longtemps, beaucoup d'années, 10, 15 ans, 20 ans, et c'est jamais fini, ça vient à t'influencer dans ta vie parce que ce que tu apprends au dojo, tu l'as avec toi dans ta vie de tous les jours. Moi, t'apprends plein de choses. T'apprends à être humble, t'apprends à vivre en société, à accepter les autres, à accepter toi tes défauts aussi, à passer au-dessus de ça. Enfin, c'est une bonne école de la vie, ouais. Ouais, le partage aussi, ouais. Là où je pratique pour moi-même à Lyon, dans le dojo où je suis, à la Mulatière, on est un groupe, on est pour la plupart des anciens qui ont au moins 10 ans de pratique, voire plus. Et là, du coup, on peut aller chercher des choses, creuser. Au bucket, on peut jouer à se faire peur, hein. Enfin, des fois, on y va, on se met vraiment sur la gueule. Et on pousse vraiment le truc d'aller chercher vraiment chercher la mise en défaut. Parce que juste faire un mouvement où tu es toujours bien, c'est pas ça. L'intérêt, c'est d'aller chercher, d'aller gratter, autant sur toi-même que dans ton mouvement, d'aller chercher le point de défaut, le point de rupture. Là, tu dis, ah, ok, là, ça passe pas. Là, ça passe pas parce que mon mouvement n'est pas bon, ou alors là, ça passe pas parce que j'ai eu peur. Donc, on va Hmm. travailler ça. Et là, tu vas chercher des choses et t'es dans le partage, t'es dans l'échange. L'autre, quand il attaque, il doit te donner la meilleure attaque possible, avec le plus d'intention, le plus de justesse. C'est vraiment comme s'il voulait te couper en deux pour te faire travailler sur toi-même. Bon, tu fais pas ça au débutant. Il y a un moment où t'es plus à ce moment-là. Moi, j'ai un copain, Bertrand. Mais on travaille ensemble au week-end, on se met dessus, quoi. On se met dessus, et des fois, on se fait un peu peur, mais on va travailler le truc, quoi. Et au final, c'est pas tant la technique qu'on travaille que c'est nous-mêmes, quoi. Parce que là, tu vois, tu te dis là, oh là, j'étais un peu paralysé par ma peur, mon mouvement, j'y suis pas allé, j'ai hésité, le mouvement, il est pas passé, c'est pas Ouais, passé. tu travailles sur toi-même à travers l'autre, à Ouais. travers l'échange avec Voilà. l'autre, à travers le partage avec l'autre, ouais. Et du coup, là, tu travailles sur toi, et ta peur, t'apprends à la gérer. Ouais. T'apprends à gérer ta peur, et tu te trouves toi-même, parce que ça, d'ailleurs, sur la peur, il y a une super citation. Je sais pas si tu as lu Dune. J'ai pas lu Dune. J'ai même pas vu le film non plus, Non. mais Eh ben moi, j'avais vu le vieux film, bon, qui est un peu vieilli quand même. Et il y a ouais. dans Dune, il y a tout un mouvement qui s'appelle le Bene Gesserit, qui est un espèce de mouvement philosophique, spirituel, et puis aussi de travail énergétique, de choses comme ça. Où dedans, il y a plein de maximes. Pour moi, il y en a une, c'est les arts martiaux dans leur plus simple expression. C'est sur la peur. Je vais la citer comme ça tu vas comprendre ce que je veux dire. Hmm. Ça dit, je ne connais pas la peur car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien. Rien que moi. Pour moi, ça, c'est les arts martiaux complètement dedans. C'est les arts Ouais. martiaux. Tu travailles ta peur et tu vas te trouver toi-même. Parce que si, le fait, c'est de ne pas ignorer ta peur, mais de la laisser passer pour t'exprimer toi-même. Parce que la peur, si tu la laisses s'exprimer à ta place, c'est là, bah, tu te paralyses, tu te tétanises, tu n'as plus aucune réaction, et puis tu peux avoir des réactions même dans les vie de tous les jours sur un conflit, surréagir, d'agir par la colère, d'avoir de mauvaises réactions, de dire des choses qui blessent, des choses comme ça, parce que la peur joue, tu la laisses te guider. Alors que si tu sais l'identifier, et que tu dis non, là, ça c'est la peur qui va parler, là, non, là, moi je veux dire ça. Tu peux utiliser dans ta vie de tous les jours et pouvoir être
mieux, mieux parce que justement, tu apprends à gérer tes difficultés et t'exprimer de façon juste, avoir une vue sur un conflit. Parce que sur un conflit dans la vie, quelqu'un qui te prend la tête, et ben, comment tu peux comment tu peux arriver à gérer un conflit dans la vie de tous les jours si t'es pas capable de le gérer toi-même? Ouais, c'est ça. Si tu sais comment réagir déjà dans Voilà. une situation pratique à l'entraînement, entre guillemets, Ouais. tu Et auras ce des travail clés sur la pour. peur, ouais. Ce travail sur la peur, il est fondamental, justement, parce que c'est ça qui va te creuser et qu'au fur et à mesure, tu vas découvrir des choses à l'intérieur de toi. Même des choses qui te plaisent pas grave, ça fait partie des trucs. J'ai des élèves comme ça, j'ai une élève, Marie-Hélène, elle découvre des choses sur elle-même, des fois, ça lui fait peur, machin. Et ça la perturbe, je dis, mais c'est bien. Ta peur, c'est normal, faut le comprendre. Moi, je vais à mes élèves, il y a un moment, je vais leur faire travailler le truc où je vais leur faire l'attaque, où ils vont se retrouver dans le moment de panique, où il n'y a plus rien qui réagit, où le cerveau, il Hum. change tout, il est complètement tétanisé. Parce que pour savoir ce qu'il faut éviter, il faut le connaître. Ouais, ça t'oblige derrière enfin, à être acculé, à être dos au mur et de réussir à trouver quelque Ouais. chose pour Le truc, le truc dos au réagir. mur où tu as les mains sur la tête, où tu subis, où il y a plus rien, où tu peux plus réagir, de vivre ça. Et après, de pouvoir travailler dessus parce que tu l'as vécu, tu sais ce que c'est. Et Ouais, après, tu le pousses, tu vas le chercher, et au fur et à mesure, tu te rends compte que tu le pousses de plus en plus loin, et tu commences à travailler sur ta confiance en toi et ton estime de toi. Moi, qui était une grosse difficulté au départ, c'est toujours même, hein, des difficultés sur la confiance en moi et mon estime. Et le SAM m'a apporté beaucoup parce que je me rends compte que que j'avance bien, je me trouve bien. Donc, avec mes élèves viennent à mon cours parce que c'est moi. Voilà, quand je te pense pas parce qu'ils viennent pour moi aussi. ouais, bien sûr. Bah, quand tu viens dans un club aussi, tu viens pour l'enseignant, quoi. Si ça se passe mal avec Oui, oui, l'enseignant, tu remets pas oui. le pied dans ce club-là, ouais. Mais Ça en fait c'est bien pour partie, c'est aussi, moi, ça me permet aussi de revaloriser mon estime de moi-même, bien sûr. ma confiance en moi, puis ma confiance de ce que je fais, parce que ça aussi, c'est un rapport aussi avec le véganisme, d'avoir confiance de ce que je mange, ma confiance que je mets dans le salle, d'avoir confiance de tout. Au final, tout vient à se connecter. Enfin, c'est le travail que je fais, moi, d'essayer de tout connecter ensemble. Ouais, et en fait, tout peut se connecter ensemble derrière si tu recherches un petit peu et si tu fais les bons rapprochements, entre guillemets. Exactement. Ouais. Sur des- Le dojo, je l'emporte. Le dojo, je l'emporte. Il est toujours avec moi. Ouais, bah Ouais, après, ouais, quand tu pratiques beaucoup, et encore plus quand t'es enseignant derrière, enfin, tu dois préparer tes cours et du coup, t'as toujours un petit peu ça acquis, ouais. effectivement, ouais. Même avant que je sois enseignant, j'ai lu une citation comme ça d'un maître qui avait dit le dojo le plus important, c'est celui qu'on se construit dans le cœur. Hmm. Ça, je me suis dit. Et là, j'ai compris l'importance que ce qu'on fait au dojo, il y a des choses hors martiales, de l'environnement, du partage, du lien, de la confiance. C'est des choses qui étaient importantes à emmener de faire le lien avec l'extérieur, parce que ça fait partie du message un peu caché, on découvre petit à petit dedans, moi j'en parle à mes élèves, pour qu'ils sachent ce qu'il y a derrière, pour qu'après ils puissent avoir la conscience de le connecter après dans leur pratique quand ils vont avancer un petit peu et de pouvoir appliquer certaines choses à l'extérieur de faire ce chemin-là. Ouais, après, c'est tout un chacun de faire cette démarche-là on va dire, de chercher une part plus philosophique et derrière toute la pratique. Exactement. Moi, j'ai Hmm. une obligation de moyens de leur transmettre la chose qui me paraît la plus juste. Après, à chacun d'en faire ce qu'il veut, c'est leur chemin à eux. J'ai pas jugé du chemin de chacun. Mais moi, j'ai à juger de ce que je leur transmets, de ce qui me paraît juste et de ce que je dois faire en justesse par rapport à la fédération, comme je suis un enseignant officiel de la fédération. J'ai une Ouais. pédagogie aussi, j'ai une pédagogie à transmettre. Je suis aussi, enfin, jugé entre guillemets. Je suis regardé sur la qualité de mes élèves et de ce qu'ils font par rapport Et de ce qui est au fait, ouais. Tu m'avais dit quelque chose qui était très juste aussi. Tu m'avais dit quelque chose qui était très juste par rapport à ça. C'était que ta pratique martiale, du coup, ça t'a amené à avoir une conscience plus poussée de toi-même. Et du coup, prendre conscience aussi de ton environnement et aussi, de fil en aiguille, ça t'a amené à prendre en considération ce qu'il y avait autour de toi et donc les animaux. Et ça fait partie des choses qui t'ont amené aussi petit à petit. Ouais. Alors, je sais pas encore si le sabre m'a amené à être vegan. Mais en tout Ouais, mais cas, on je peut dire suis que c'est quelque chose qui a peut-être participé, entre peut-être, guillemets. ouais. Oui, possiblement. Oui, oui, c'est vrai que possiblement que la conscience que j'ai commencé à mettre dans ça, parce que ça faisait quand je suis devenu végé, ça faisait ouais quasiment une dizaine d'années que je faisais du sabre. Mm. Et ouais, de commencer à prendre conscience.
à prendre conscience, même si j'en ai pas eu conscience à l'époque, possiblement, ouais, ce fait d'essayer d'avoir conscience dans ce que je fais dans la vie de tous les jours, possiblement, ça a influé sur le fait d'avoir conscience de ce que je mange par rapport à ce qui se passe. Ça, c'est tout à fait Ouais, possible. Et ça, le ouais, c'est chemin de ça. Ouais. conscience, c'est clair que c'est un truc pour moi qui est de plus en plus présent, d'être le plus en plus conscient de moi-même, de mes Et sensations, d'essayer de faire les choses de bien. mes émotions. Ouais, et dans ma relation aussi avec ma copine, qui est dans ce travail-là, elle qui est dans le travail, qui a fait de la pleine conscience, de la méditation, des choses comme ça, qui est venue par un chemin plus spirituel. Et moi, je suis venu par un chemin plus martial, mais au final, nos chemins se croisent et on s'influence. Elle commence à s'intéresser aux arts martiaux et moi, le côté plus spirituel, j'ai commencé Ouais, à du coup, les deux s'influencent et comme ça. s'entrechoquent et vous Voilà, avancez et ensemble, ouais. après, et les deux se mélangent et tout se lie et ouais, voilà, tout s'influence le chemin fondamentalement reste le même. Simplement, c'est des chemins différents et plus tu multiplies les chemins et plus tu comprends tout. Et plus tu comprends C'est aussi très qu'il y juste. a des différences. Ouais. Ça s'arrête jamais. Des fois, c'est difficile de se retrouver face à soi-même comme ça. Des fois, c'est perturbant, on voit des choses sombres aussi à l'intérieur de soi. Mais c'est important. Connaître ses faces sombres et ses faces de lumière pour se connaître soi-même, ça c'est clair. Se regarder en face, ça se regarder complètement. Oui, faut pas de déni, c'est pas autorisé. Faut C'est pas pas le déni, non. autorisé, mais Ouais. si t'es dans le déni, bah, il va manquer quelque chose. Et à un moment, bah, il y a des trucs, il y a des comportements. J'ai eu des comportements que je me rendais pas compte dans ma vie. Alors, à un moment, j'ai eu conscience de certaines choses et j'ai travaillé dessus. Et là, je me suis rendu compte que j'avais des schémas qui se reproduisaient parce que on va être dans le déni où je me rendais pas compte de certaines choses. Puis du moment que tu l'as, bah, le comportement récurrent, bah, il disparaît. Ouais, on l'a tous. Après, on est tous le fruit de notre construction au niveau de la société, de notre construction familiale, des relations, tu vois, et on a tous des pratiques Exactement. qui peuvent être problématiques derrière qu'il faut réussir à déconstruire et réfléchir pour essayer de les faire évoluer de manière positive, ouais. Parce que, ce qu'on appelle la déconstruction, au final, c'est une prise de conscience. Ouais, et c'est Parce totalement que positif, plein de la choses. déconstruction, tu Ouais, vois. Hein. ouais, exactement. Parce que l'enseignement martial, au final, c'est aussi ça. Nous, à la FEI, on nous apprend, conscient de pratique, il y a un moment d'avoir notre pratique à nous, Ouais, notre propre façon de faire. bien sûr. Tant que ça correspond aux principes techniques qu'on nous apprend, le reste, on fait ce qu'on veut. Et on voit très bien que nos enseignants, ils font tous la même chose, sauf qu'il y en a pas un qui fait pareil. C'est ça, parce que chacun va pas avoir les mêmes codes, va pas avoir la même façon d'enseigner, la même façon de se Voilà, parce déplacer, les qu'il mêmes y en a, techniques favoris. voilà. Et puis surtout, puis il y en a certains qui viennent, il y en a qui viennent de l'aïkido, il y en a Ouais. ils viennent du judo, il y en a qui Et, viennent d'autres. au niveau de la Exactement. déconstruction et des arts martiaux, tu vois, tu as la question aussi de la déconstruction de la violence et de l'opposition, où du coup tu pratiques à deux et tu es dans une violence acceptée, et au final c'est une violence qui n'est pas violente d'une certaine manière. Parce que du coup en face elle a accepté à un certain niveau, tu vois, mais tu évolues avec la personne et t'es pas dans une position bête et méchante en fait. À part en compétition bien sûr où t'es vraiment là pour en découdre et derrière, mais il y a tout un respect aussi entre les adversaires qui est très présent dans la C'est majorité des magnifique pour combats. pouvoir travailler ensemble. Le Ouais. fait de saluer comme ça, c'est aussi les codes japonais. On en parlait l'autre jour d'ailleurs avec des copains, on a fait une visio là-dessus sur l'étiquette au dojo. On se salue en s'inclinant, parce que c'est un code social japonais, comme je le disais. Ouais. Si les Japonais se serraient la main pour se dire bonjour, ou s'ils se mettaient une claque sur le cul, l'étiquette dans les arts martiaux serait certainement très différente. Ce serait pas pareil. On n'aurait pas la même image des Japonais, Non, quoi. non, non, non. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette violence acceptée dans le travail et qu'on pousse de plus en plus au final, au fur et à mesure que le niveau monte. Elle est aussi Mhm. intéressante dans le fait que ça te force à te confronter à une violence un peu codifiée, mais aussi à la violence qu'il peut y avoir dans la vie de tous les jours et apprendre à la canaliser. Ouais. Et dans une, Apprendre à réagir à celle-ci, ouais. qui peut, voilà, et après, au fur et à mesure qu'on a vraiment avancé, que dans une situation agressive, quelqu'un qui va chercher la mer, qui veut se battre, d'apprendre à essayer de contrôler son agressivité pour pas qu'il y ait de combat. Parce que le non-combat des arts martiaux, c'est pas ne pas se battre. C'est empêcher le combat jusqu'au moment, si c'est possible, jusqu'au moment où là, le combat, il est plus évitable parce que l'autre, il comprend pas le Mhm. message et que il comprend pas de dire que si tu viens, tu sais pas où tu mets les pieds, je vais me défendre et puis je me défendrai, quoi. Et là, quand le combat part, là, par contre, c'est préserver son intégrité physique.
Avant tout, ouais, mais Les bien arts sûr. martiaux, ce n'est pas utiliser c'est pas ne pas utiliser ce qu'on a appris. C'est C'est essayer de limiter et utiliser ce ne qu'on pas a appris l'utiliser pour si empêcher le possible. Ouais. combat. Voilà. Ouais. Parce qu'il faut approfondir le côté combat poussé, martial de violence, choses comme ça, pour arriver à à canaliser son énergie à l'intérieur de soi pour avoir une attitude. Moi, je vois Pascal, notre prof de sabre à Genève, quand il est en face de toi et qu'il a le bokken dans les mains, il rentre dans son attitude martiale. Moi, je dis, quand on voit l'énergie qui dégage, il faut être inconscient pour aller chercher la merde, parce que d'entrée de jeu, tu vois, il dégage un truc, il fait presque peur, hein. Il fait peur, c'est impressionnant. Et ça, c'est, pour moi, dans quelqu'un qui va chercher la merde, une attitude comme ça, le gars, d'entrée de jeu, c'est quelque chose qui doit inciter à dire, je vais peut-être pas y aller, là, en fait. Non, mais je vais peut-être pas chercher la merde, au final. Et puis, si ça marche pas, bah, l'autre, il veut se battre, et bon, on va se battre, vas-y, attaque. Moi, je me défendrai, mais par contre, je te rappelle mieux, quoi. Ouais. Ouais, non, mais C'est c'est pas ça. ce que tu Il y a énormément de gros combattants qui sont jamais battus dans la rue, en fait, et qui, au contraire, qui ont déjà eu des histoires et qui ont fait de la désescalade, en fait, de conflits. Voilà, C'est ce que tu as avant parce tout, que en fait. l'attitude et puis la gestion de ses émotions intérieures, de pas réagir par la colère, mais justement arriver à canaliser sa peur, sa colère, justement pour faire descendre la situation, c'est ça aussi l'intérêt des arts martiaux. Ouais, Le but des arts martiaux, c'est de ne pas se battre. ouais. Non, ouais, je suis totalement d'accord C'est de avec ça. gagner, dans l'IAI, c'est le but du combat, c'est de vaincre le sabre de l'autre sans sortir le sien. Ouais. Et ça, c'est très difficile. Ça demande une gestion de son intériorité. Ouais, de son intériorité, de ses émotions, de sa peur dont tu parlais tout à Attitude. l'heure. Voilà. Et Effectivement, ouais. c'est aussi une attitude. Avec des Ouais. témoignages, certains maîtres qui arrivaient par leur position méditative, quelqu'un qui venait les attaquer, ils leur enlevaient toute attitude de combat parce qu'ils sentaient que, ne serait-ce que dans l'attitude de méditation, ils étaient tellement présents, tellement là, ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance en attaquant, que ça ne servait à rien. Mm. Que déjà, ils avaient déjà perdu le combat parce que l'autre, il était tellement présent là à l'instant, dans dans son environnement et par rapport à ce qui se passe autour, que l'autre, ça ne servait à rien de sortir le sable, c'était déjà Ouais, perdu, tout quoi. ça, c'est des pratiques qui sont plus traditionnelles, du coup, et qui sont, je pense, assez difficiles à comprendre et à réaliser pour des non-pratiquants, tu vois, traditionnels. Parce que du coup, des fois, ça flirte un petit peu entre, tu vois, entre une sorte de réalité, de fiction, des fois limite d'ésotérisme. Et, euh, Oui, et et c'est vraiment des c'est choses qui quelque sont... chose, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre parce que c'est quelque chose qui Ouais, se dit. C'est quelque chose qui dit. Moi, je commence un petit peu à commencer à ressentir ce genre de choses, d'attitude, d'apaisement dans les situations agressives comme ça. Parce que je commence à avancer là-dessus, justement, sur ce chemin-là. Mais c'est quelque chose qui se vit. On peut en parler, mais pour le comprendre, il faut le vivre. ouais, c'est peut-être plutôt ça, ouais. Pour le C'est comprendre, vrai. il faut le vivre, ouais. Et je pense, et ça, c'est un truc qui arrive, mais après, cette attitude-là, c'est quelque chose qui arrive à 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans de pratique. C'est un truc, c'est Ouais, du temps long. c'est Ça c'est demande, au bout de très ça va longtemps. dépendre de chacun, en plus. Ça va Mm. dépendre de chacun. Mais ça, c'est un travail sur soi, de travail sur la colère, la peur. Ouais, bah c'est ça, hein, Il y a c'est pas pour rien besoin, qu'on dit que les arts martiaux, les sports de combat, c'est le travail d'une vie, quoi. oui, Mm. exactement. Il suffit pas, il n'y a pas assez d'une vie pour pouvoir. C'est vraiment C'est impressionnant. ça. C'est pour ça qu'après, du coup, ça, on partage et qu'il y a d'autres évolutions Ouais. des arts derrière. Ouais. Bon, pour moi, les arts martiaux, c'est vraiment l'expression. Dans mon sens de travail, beaucoup d'humilité, de remise en question et de simplicité. Ouais, et d'évolution aussi. Moi, j'aime bien la notion d'évolution, parce que tu as toujours de nouvelles choses à Justement, apprendre et du coup, qu'elle exactement. évolue. Ouais. Quand tu as Ouais, l'humilité et la remise en question, tu évolues. c'est ça. Je vois, c'est vrai que je reviens à Pascal parce que on va dire que dans ma façon de voir les choses, il correspond vraiment à ce que je recherche. Il a des débutants toujours et il a cette humilité de voir un débutant qui a 1 an ou 2 ans de pratique, alors que lui, il en a au moins 50 ans, et de voir que, bah, comme on a chacun une sensibilité différente, les débutants, le mouvement, il le fait d'une certaine façon parce que c'est sa sensibilité à lui. Et lui, il voit ça, il se dit, oh, ça, c'est intéressant, on va travailler ça. De se dire, quelqu'un qui arrive, il fait un truc parce qu'il a sa sensibilité à lui, il le fait faire comme ça. Et moi, je l'avais pas vu parce que je pouvais pas le faire. Ça, c'est intéressant, on va le bosser. Alors, quelqu'un qui, à ce niveau-là, il voit un nouveau truc sur un débutant, putain, ça, c'est bien. Allez, on bosse. On continue, on travaille, on cherche. Ça, moi, pour moi,
je trouve ça assez formidable de voir ce genre de personnes. Pour moi, c'est vraiment inspirant dans la transmission et ma recherche. Ma Ouais, recherche de de ta tous les jours, recherche et tout, et puis véganisme, la un truc comme ça. transmission. Dans ma vie, d'avoir ça, justement, c'est pas parce que tu es avancé que tu as 15-20 ans de pratique. Ceux qui arrivent, ils ont rien à t'apprendre, au contraire. Moi, mes élèves, je Ouais. vois des choses, c'est adaptatif, je vois des trucs. Ils ont des façons de faire, ils ont des façons de voir la chose. Ouais, C'est c'est un intéressant. peu l'idée que tout le monde a quelque chose à t'apporter aussi derrière, et toi, tu as aussi quelque chose à Exactement. apporter aux autres. Ouais, Exactement. j'avais un de C'est ça mes qui est. enseignants, du coup, Justus Boisicien, qui disait ça. Il disait qu'au final, le jiu-jitsu brésilien et les arts martiaux, sport de combat en général, en fait, c'est vraiment de la transmission de connaissances. Et que au-delà du coach, du sensei qui va t'apprendre lui des choses, toi, tu vas aussi avoir d'autres choses à lui apprendre, une autre vision de la pratique qu'il réalise derrière. Exactement. Ça doit Ouais, toujours enfin, évoluer. Et c'est c'est. faire société, quoi. Ouais, ouais. Et ça, c'est aussi une des forces des traditions japonaises qui gardent leur tradition, mais ils arrivent quand même à les faire évoluer. Une tradition, pour moi, c'est en ça qu'elle reste vivante, c'est quand elle continue à évoluer, à s'adapter, à grandir. C'est pareil, un Ouais, peu et qui ce que change tu avec la fais. société aussi, quoi, du coup, qui prend en considération les Exactement. évolutions de société derrière, Ouais, ouais. exactement. Et puis la recherche personnelle, moi je vois à la fédé, les katas, quand je les ai appris, et puis maintenant, il y a des choses qui ont changé. Il y a des Ouais, choses qui ont qui ont évolué aussi, évolué. ouais. Parce que dans leur pratique, ils continuent à pratiquer, continuent à changer, ils continuent à gratter les choses, et il y a des choses, ils se rendent compte de ça. Et ils modifient certains éléments techniques, des principes, des choses comme ça parce que leur vision du truc change et ils disent là c'est plus pédagogiquement c'est plus intéressant. Ouais, t'as ça aussi, bah, dans le jiu-jitsu brésilien, par exemple, t'as énormément d'écoles différentes. Et tu vois une évolution des styles entre des mecs qui ont 50 ans et du coup des petits jeunes qui arrivent qui ont entre 15 et 20 ans et qui ont un style qui est beaucoup plus, par exemple, rapide. Et c'est vraiment une autre approche, du coup, aussi de star martial, tu vois, et qui est totalement différente, tu vois. Je pense, en l'occurrence, à des mecs qui s'appellent les frères Rutolo, qui sont très rapides, très efficaces. Et t'as vraiment une opposition de style qui est totalement différente entre des anciennes pratiques, en tout cas du sous brésilien, quoi. Et ils adaptent, enfin, ils révolutionnent, entre guillemets, ils font évoluer, du coup, ce style-là, ce style d'art martial, quoi. Mais c'est bien ça. Ça c'est bien. Ouais, bien sûr, bah, c'est ça, c'est l'évolution, tu vois, derrière, qui suit son cours. Bah, le jiu-jitsu brésilien, je connais très peu. Je connais un peu son parent, bah Pascal toujours. C'est un pratiquant de judo et surtout il était spécialiste de judo au sol. Ouais, ouais, le Newaza, ouais, du coup. Et quel, ouais, et j'ai eu l'occasion de le voir pratiquer ça et c'est vraiment très impressionnant Mm. de le voir ça et tu sens que c'est l'anaconda quoi. Quand son partenaire C'est quand un peu il ça, ouais. comme ça quand tu sens que quand il tape il est à la limite il y a pas besoin il force un petit peu plus il claque et tu te dis t'as pas envie d'être au milieu et tout. Ouais, c'est ça, et en plus, le Ouais, judo, c'est la voie de la là-dedans c'est vrai. mais, mais ouais, C'est très impressionnant à voir. C'est pas du tout ah, c'est sûr que c'est pas. Au niveau des mouvements, c'est pas impressionnant. Mais par contre, quand t'as l'œil sur ce genre de choses, tu vois le truc, tu dis, oh là là, t'es ouais, pris ouais, là-dedans, mais en c'est vrai, c'est une fini. autre chose. Ouais, Martin Ouais. avait fait une podcast aussi avec un judoka vegan, du coup, à Mori aussi. Mais ouais, ouais, c'est des belles pratiques. Plein d'arts martiaux différents, plein de sports de combat intéressants, qui ont tous des Ouais, approches ouais. différentes, mais qui se retrouvent tous, en tout cas, sur pas mal de points semblables. Du coup, je te propose de mettre fin à ces petites podcasts. Du coup, ça va quasiment faire 2 heures qu'on parle. Ouais, il y aurait tellement de choses à dire encore, c'est tellement. Bah ouais, c'est ça. Au final, c'est comme que dans ta pratique, qu'on a juste effleuré la surface, quoi. Dans ce genre de discussion, c'est pareil. Ouais, Plein de c'est choses. ça. Et puis, ces genres de discussions, on l'a refait dans quelques années et ça a encore changé. Ouais, bien sûr, la vision sera pas la même, C'est ouais, toujours évolué. effectivement. Ouais, c'est ça qui c'est toujours évolutif. Et Mm. mon rapport au véganisme a énormément changé en 7 ans par rapport à mon chemin de vie, aux gens que j'ai rencontrés, aussi par rapport à une discussion, parce que je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de copains véganes sont restés entre véganes, ils sont éloignés de tous les gens qui étaient non véganes, et puis moi, j'ai toujours des amis Ouais, ou qui l'inverse sont pas aussi. du tout Ou véganes. l'inverse aussi, ça dépend des gens, ouais. Ah ouais. Et c'est vrai que dans mon milieu, je me suis rendu compte que j'avais quand même des gens qui étaient véganes autour de moi, des copains, et là, ils sont éloignés beaucoup des gens qui étaient pas véganes, alors que moi, bah, c'est un peu le chemin inverse. J'ai gardé les gens qui étaient pas véganes autour de moi. Ils sont restés, mes Ouais, amis. bien sûr, après, Et ça et dépend du coup, de qui on est, des choix qu'on ouais, fait.
Ouais. Mais du coup, c'est bien, ça a permis des discussions, des débats, des trucs comme ça qui étaient intéressants. Des fois, on se fait un peu, puis ça fait partie des débats, mais c'est intéressant aussi ça d'avoir des discussions constructives comme ça ou pas, des échanges et de débattre sur les idées, ça c'est important. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Enfin, le plus important, c'est d'échanger, ouais. D'échanger des idées. Après, Ouais, c'est ça. si on n'est pas d'accord, ça Exactement. permet de réfléchir Ouais. ensemble à des Ouais, sujets de. désolé. Ouais. Parce que j'ai quand même remarqué beaucoup au fil du temps que les véganes qui ont tendance à beaucoup militer sur les réseaux sociaux, par exemple, au final, ils sont plus qu'entre véganes et le message ne touche plus que les gens qui sont comme eux. Ouais, après, Et quelque part, ouais. Après, c'est leur choix. Mais moi, je trouve ça un peu dommageable, du coup, beaucoup militer sur les réseaux sociaux. Au final, c'est des choix. Ou après, c'est des stratégies, tu vois. Ça dépend de ce que fait tout un chacun, tu vois. T'en as beaucoup de temps à moi, tuer, j'aime ce bien genre de aller. choses. Ouais. Oui, oui. Et j'aime bien garder quand même, aller à la discussion. Au final, dans mon boulot, par exemple, j'ai plein de copains, des collègues qui me demandent qui me parlent souvent de ça, et puis on discute. Et puis bon, des fois ils se moquent gentiment, puis moi je me fous de leur gueule aussi. Mais ça reste bon enfant, il y a pas de méchanceté et tout. Mais du coup, ça permet des fois de discuter, de découvrir des choses, et puis certains qui sont intéressés. Et, là, c'est mon anniversaire est bientôt, et je pense que je vais leur faire. Comme au boulot, on a une petite tradition de chacun amène un truc à bouffer le jour de son anniversaire. Moi, Tu vas faire un j'aimerais gros bien gâteau faire vegan, c'est ça? ouais, je vais faire des pâtisseries véganes, des trucs comme ça, puis leur montrer que bah ouais, on peut bien manger, faire des trucs sympas quand t'es vegan et qu'on aime bouffer quoi. Bah, moi j'aime bouffer, ça c'est clair que la bouffe c'est un truc central dans moi. je kiffe ça, je kiffe ça et j'aime cuisiner donc tu vois et c'est intéressant ça justement. Je pense que quand t'arrives à toucher, bah, comme les restos véganes où on va, quand t'arrives à toucher, t'as des gens non véganes qui viennent, qui sont peut-être plus en majorité que t'es vegan, je pense que t'arrives à toucher les gens là. Ouais, bien sûr, ouais, bah, c'est sûr que la bouffe, c'est un bon moyen d'attirer les gens et les faire réfléchir aussi, hein. Exactement. Et on se Exactement. Et nourrit là, tous 3 fois par jour, quoi. ouais. Là, c'est ça. Et là, tu arrives à toucher quelque chose et te dire, là, tu vas commencer à toucher les gens, dire, tu vois, ouais, les gens, ils viennent chez moi, il y a plein de non-véganes. Il y a un truc, t'as une porte d'entrée, à ouvrir un peu plus les consciences, quelque chose. Ouais, Donc, non, c'est clair, c'est vraiment un sur bon la moyen. bouffe, hein. Sur la nourriture, on touche aux reptiliens, forcément, d'où des fois des réactions un peu exacerbées dès qu'on commence à parler de la bouffe. Je pense qu'il y a une partie de ça, du cerveau reptilien qui surréagit parce que la nourriture, c'est les besoins fondamentaux et qu'il y a de l'inconscient il y a de l'inconscient qui joue beaucoup. Ouais, et puis enfin, c'est ce que je te dis, tu vois, ça, on mange tous les jours, 3 fois par jour, on mange depuis des années, tu vois, les gens ont pas, en tout cas certains ont On pas est des envie ma- de se ouais. poser des questions là-dessus, quoi. Ouais, puis on est des mammifères et ça fait partie des besoins fondamentaux, plus énormément de couches de culture encore très présentes sur la viande enfant, des choses comme ça. Donc, par rapport à d'autres pays, par exemple, il n'y a pas une culture gastronomique. Et ça aussi, Mm. ça joue, ça fait beaucoup de choses à. Et c'est vrai que À remettre en passer par question, ouais. là, ouais, par l'entrée des artistes plutôt que par le grand portail devant, ça peut être c'est difficile, mais ça peut être, ça peut être pas mal aussi. C'est pas le mieux, ouais. Ouais, mais bon, après, pourquoi pas? Il en faut pour tous. Ah, exactement, ouais, au final, tant qu'on arrive, ça bouge, ça bouge. Il y en a de plus en plus. Maintenant, les gens savent ce que c'est être vegan déjà, donc, par rapport au Ouais, départ. ouais, non, c'est sûr qu'il y C'était a une autre chose, évolution. là, ouais, Entre il y a 10 ans ça et bouge beaucoup. aujourd'hui, c'est sûr que c'est le jour et la nuit, en tout cas. Ah ouais, ça bouge beaucoup. Bon, maintenant, on est tous, quand t'es vegan, t'es un bobo, mais ça passera aussi. Ouais, je pense que les véganes qui habitent à la campagne, ils doivent mal le prendre, ça, mais Ouais, ouais, alors effectivement, ouais, c'est l'image, ouais. quand t'es vegan et que tu manges bio, alors là, C'est le début de la fin, ouais. ouais, non, mais là, t'es le vrai bobo parisien. Je leur montre ma fiche de paye et ils verront ce que c'est. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, non, je suis genre du bobo, là. Et l'image que les véganes mangent que des trucs chers, tu vois, alors que la base de l'alimentation, enfin, moi perso, je suis un fan des haricots, des pois chiches, tu vois, c'est la base de mon alimentation, mais bon. Mais Ouais, c'est ça. après, Bah, faut cuisiner différemment. C'est sûr que si tu te nourris qu'à base de simili, oui, c'est sûr que c'est un budget. Oui, ouais, là, c'est sûr que c'est un coût, ouais. C'est un coût assez énorme si tu fais ça, ouais. oui, c'est clair que oui. C'est Non, très- là, on rentre dans un autre budget. Ouais. Mais je te Là, c'est remercie du coup, Stéphane, ouais, pour ce riche je t'en échange. prie. Et puis au plaisir sur Lyon, sait-on jamais, du coup. Faire Exactement. du Mais de toute façon, Kenjutsu ou du Aido.
J'habite à Brignais, à côté dans l'ouest, Ouais, sud-ouest c'est pas lyonnais. loin. Mon dojo s'appelle Ishinkai Dojo à Brignais. Je fais partie de l'Amical Lake de Brignais. Les cours vont bientôt commencer. Et il y a toutes les informations sur Internet il suffit de m'envoyer un message, me passer un coup de fil pour venir soit regarder le cours, participer. C'est ouvert à tous, à toute personne curieuse de découvrir ma pratique et d'échanger sur la pratique, sur le véganisme, des choses comme ça. Moi, les élèves, je discute avec eux régulièrement de tout qui veut venir voir, discuter, découvrir, apprendre, échanger et tout. C'est ouvert à tous. Ok, et ben bon à savoir du coup pour les auditeuristes, si jamais ils veulent venir essayer le Iaido et pratiquer le Iaido ou le Kenjutsu du coup à tes côtés. Je les accueillerai avec grand plaisir. Le dojo est une maison ouverte à tous. C'est un bon moyen de résumer la fin de l'épisode. Bah, je te remercie du coup. Je Salut. t'en prie. Salut. Si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, c'est qu'a priori il vous a plu. En quel cas, je vous remercie d'avance de nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple, un commentaire sympa sur Apple ou sur YouTube. C'est ce qui contribue à nous donner de la crédibilité aux yeux de nos futurs invités. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner sur votre application d'écoute et nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et pourquoi pas les 3 à la fois, si vous souhaitez nous apporter un maximum de soutien. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.